Et si on refuse? Vous mourrez. Tu peux pas nous tuer, on est tes parents, John. Tu n'existerais pas sans nous. Tu en es sûr? Vous savez ce que je pense? On est des naufragés, tous les trois. Des exilés du temps. Je peux vous tuer, sachez-le. Car le destin est une fiction. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits fans d'Arnold sans Willy et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aït Khalissi et cette semaine avec mes invités, nous allons vous parler de Terminator Genesis. Ok. Phil Collins, on va vous parler de Phil Collins cette semaine. Et pour m'accompagner, vous le connaissez pour le podcast Godzilla Final Podcast et Super Ciné Battle. Et il est aussi l'auteur de livres sur l'œuvre de David Fincher ou encore John Carpenter. Stéphane, welcome back. Eh ben, merci Sofiane, merci pour l'invitation. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir parler de ce bon vieux Arnold avec des gens de bonne compagnie. Voilà, même si c'est un épisode peut-être un peu particulier, mais on y reviendra. Je ne veux rien divulgacher. Bah, qu'est-ce que c'est pour toi, Terminator ou même Arnold en général? Bah, Arnold, c'est beaucoup de choses à la fois. Terminator, c'est un grand choc de jeunesse. Voilà, c'est le premier contact avec. Moi, je fais partie de la team Terminator 1. Personnellement, plus que le 2. Voilà, le choc d'Arnold, le ton, la musique, la violence assez apocalyptique du premier. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué dans mes très jeunes années et qui m'a beaucoup accompagné. Et puis Arnold, c'est pareil, voilà, je fais partie de la génération Vidéoclub et effectivement dans Vidéoclub, c'est alterné entre les cassettes d'Arnold et les cassettes de Sylvester Stallone. C'est j'allais dire un auteur, non, un acteur qui m'a dont j'ai suivi à peu près tout le parcours, pour lequel j'ai une certaine affection et qui en plus, de façon très surprenante, par son espèce de virage politique, justement au moment de Terminator Genesis, m'a également surpris en tant qu'être humain. Et ça quand même, ça arrive pas souvent d'avoir un type que tu suis depuis des années, que voilà, je suis fan de Clint Eastwood pour donner un exemple, et d'un seul coup tu te rends compte que plus les années passent et plus finalement c'est un être humain intéressant. Donc voilà, c'est assez rare pour être souligné, quoi. C'est l'inverse de Clint Eastwood. C'est un peu l'inverse de Clint Eastwood, même si bon, non, Clint, je pourrais argumenter sur plein de choses, mais bon, voilà, c'est vrai que Clint, globalement, je pense que sur les sujets de fond, je sais pas. En même temps, il y a quand même beaucoup de désaccords. Il est plus tout jeune, hein. C'est aussi ça le truc avec tous ces acteurs, c'est que tu vois, Stallone, il est de plus en plus à droite, alors que Schwarzy, petit à petit, il est de plus en plus à gauche. C'est assez étrange, comme ce et ça, très honnêtement, je l'avais pas vu venir. Voilà, tu vois, clairement, c'était la surprise. Donc toi, tu préfères le premier, quoi. Ça, c'est. Ouais, moi, éternellement, si tu veux, pour moi, en fait, j'ai un problème avec la saga Terminator d'une façon générale, c'est que globalement, depuis Terminator 1, ils refont tout le temps le même film. Terminator 2, c'est le remake de Terminator 1, mais de jour. Terminator 3, c'est le remake de Terminator 1, mais avec les scènes dans le désordre. Terminator Renaissance, c'est pas du tout le même film, mais en fait, il s'arrange pour que l'histoire de fond, ce soit la même histoire que Terminator 1. Voilà, et c'est un bon problème avec la saga, c'est que ils refont tout le temps le même film. Comme Rocky. Ouais, c'est ça, quoi. Et tu sais, au bout d'un moment, ça devient un peu ubuesque. Je me dis, mais il y a peut-être d'autres histoires, d'autres façons de faire avec cette saga. Ils en reviennent toujours à cette histoire. Ah non, il faut tuer John Connor. Bon, eh ben, écoute, très bien. Faisons ça. Ça fait 4 fois que t'essayes, mec, ça marche pas. Donc peut-être faut changer de plan. Et c'est peut-être, on va dire, l'astuce au début qui, avec Genesis, voilà, qui essaie de faire un peu autre chose. Mais bon, est-ce que faire autre chose, c'est une bonne idée? Ça,
On y répondra. Je vais dire bonjour à Fab, comme ça il peut rentrer dans la conversation. Bonjour Sofiane. Bonjour Fab. Bonjour Sofiane. Bonjour Stéphane. Je suis le Terminator. Bonjour. Je suis le Terminator du Sud. On était en train de faire des voix juste avant de commencer le podcast. Termina Sud. Je suis le Termina Sud. Est-ce que vous pensez, les gars, que ça aurait été accepté qu'il fasse un jour un Terminator sans John Connor, sans Sarah Connor et surtout sans Arnold Schwarzenegger? Il y a ça dans les comics, hein. Ça marche très bien, voilà. Ouais. Ouais. C'est bien dans les comics? Ouais, Robocop versus Terminator. Oui, mais je veux dire, c'est très bien. Tu vas pas faire Robocop contre Terminator en 2000. Bah si, ça 15. pourrait. Bah si, moi j'aimerais bien. Ouais, même il y a d'autres comics Terminator où il n'y a pas du tout la famille Connor et c'est très très bien aussi. Hein. Il y avait même une suite du premier film qui s'appelait Terminator Tempest où tu avais tout un groupe de Terminator qui arrivait à Los Angeles et t'avais pas du tout John Connor ni Sarah dans l'histoire. Voilà, c'était d'autres personnages qui devaient les arrêter. Est-ce qu'ils ont fait un Terminator versus Predator? Non, mais ça pourrait être pas mal. Ah, quand même. Ouais, ça s'écrit tout seul. Ouais. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être méta de raccorder le personnage de Dutch avec le Terminator de... Ah bah oui, en fait. J'y avais même pensé, ouais. Stéphane, Ça pourrait être drôle. Toi, t'en penses quoi? Bah en fait voilà, c'est un peu, je suis d'accord avec Fabien. Je pense qu'il y a eu des essais effectivement en comics, des choses comme ça, ou même en jeu vidéo là, ceux qui ont fait Robocop Rock City, ils avaient fait un Terminator avant qui se centrait sur la résistance, etc. L'univers en tant que tel, et en fait c'est ça qui est intéressant avec Terminator, c'est que avec très peu de choses en fait ça ouvre un univers qui finalement assez vaste en termes d'imaginaire, je trouve. C'est à mon avis la grande force des premiers Terminator. Et c'est vrai que moi je trouve ça un peu, comme je l'ai dit, un peu toujours dommage qu'on revienne tout le temps à la même histoire, tout le temps même. Enfin c'est comme Star Wars à un moment donné. Je voulais pas le dire. Prends pour un Jedi ou quoi? Non mais quand tu ramènes tout au Skywalker en fait. Non. Voilà. Mais du coup je pense que ça pourrait marcher, ça pourrait faire quelque chose de bien. Mais le problème c'est que Hollywood et leur façon de voir les idées et de gérer les licences fait que c'est peut-être compliqué à développer. Et en plus moi j'ai très peur pour le futur, c'est qu'aujourd'hui globalement avec les avancées d'intelligence artificielle et des choses comme ça, en fait je pense que Schwarzenegger ils vont jamais le laisser mourir dans Terminator, tu vois. C'est un peu ce qui me fait peur, quoi. Bah tu vois, moi je fais partie de la communauté de fans de Matrix qui est un peu un sous ou un sur Terminator, ça dépend comment tu le vois. Une évolution, voilà. Et il y a toujours ce débat entre les fans de ceux qui veulent absolument que Matrix soit autour de Neo, autour de l'élu, du sauveur, le côté christique, etc. Et ceux qui voudraient que ce soit sur les rebelles et qu'on suive vraiment les survivants, un petit peu comme ce serait exactement comme Terminator Salvation, en fait, quoi. Oui, mais heureusement qu'on avait eu Animatrix pour nous montrer qu'on pouvait raconter d'autres histoires dans l'univers de Matrix, hein, des histoires passionnantes. On verra ce qu'ils vont décider de faire avec le prochain, mais bon, j'attends pas grand-chose, hein. J'ai pas, voilà. Ça se trouve, ça va être, on retourne dans le passé pour sauver Neo. C'est ça. Et en plus, ce sera un 5e film, hein. Mauvais chiffre, hein, le 5. Mauvais chiffre, toujours. Tu sais qu'il y a un Godzilla qui existe, qui fait référence à Terminator et à Spielberg dans le même film. Oui. Godzilla versus King Ghidorah, qui est un film de voyage dans le temps, avec un robot venu du futur. Et à un moment donné, on apprend que le père de Steven Spielberg était stationné avec l'armée américaine près de l'île qui a vu naître Godzilla. Ouais. Voilà. J'adore. C'est l'autre film sur la famille Spielberg avant The Fableman. C'est ça. En fait, la différence avec Matrix, c'est que Matrix, la mythologie Matrix est assez liée finalement au personnage de Neo. Tu vois, parce que en termes de l'existence même de la matrice, en fait, en tout cas, la façon dont les sœurs Wachowski ont fait tourner le film après le premier montre, voilà, il y a une intrication entre l'univers et le personnage, ce qui est moins le cas, je trouve, avec John Connor, parce qu'on comprend la figure messianique du sauveur de l'humanité, etc. Mais c'est un univers qui peut exister sans, enfin, en tout cas, plutôt affranchi de lui. Surtout comme je disais encore une fois, le problème que j'ai, c'est que ça fait 5 fois qu'il nous raconte la même histoire sur comment est-ce qu'on tue John Connor et qu'on n'y arrive pas. Bon, je pense qu'on a fait le tour, quoi, quelque part. Et voilà, c'est peut-être un moyen intéressant de faire vivre la licence en la développant autrement, quoi. Donc après le presque bide du film précédent, qui, je crois, j'ai pas vu les résultats de Dark Fate, mais
Salvation, c'est celui qui a le moins marché au box-office, si je me trompe pas. Les suites prévues dans cette continuité, donc elles ont été annulées. Christian Bale, de toute façon, il voulait pas revenir après tous les soucis qu'il a eu sur le tournage, etc. Et le fait que ça a pas marché, tout simplement. Et lui, dans sa carrière, peut-être qu'il avait envie de laisser les Batman et les John Connor derrière lui pour faire plutôt des films d'auteur. Ça a marché au final, il a eu raison. Je crois qu'il a eu son Oscar pas longtemps après, si je me trompe pas. Ouais, c'est quand il a commencé à bosser avec David O. Russell après. Ouais, voilà. Ouais. Donc Maître Moreau. Oui. Les droits ont encore changé de main. Ah oui, effectivement, après le semi-échec de Terminator Renaissance, donc Terminator Salvation, donc The Halcyon Company a dû liquider, fermer boutique. Et en fait, de ce que j'ai compris, donc ils sont en liquidation, mais pour éponger leurs dettes, ils doivent quand même revendre les droits de la saga Terminator. Et à l'époque, ils estiment donc les droits à $70 millions. Ouais. Voilà, c'est ça le prix. Mais en fait, vu qu'ils ont beaucoup de dettes à éponger, ils vendent les droits à un fonds de spéculation qui s'appelle Pacificor. Ça s'invente pas. Je crois qu'ils arrivent à le vendre pour 29 millions en fait. Entre 20, à peu près 30 millions. C'est ça. Alors, en fait, ils l'ont vendu 30 millions parce que ce fonds d'investissement, donc, payer les dettes d'Halcyon, en fait. C'est ça. Aller régler les dettes d'Halcyon. Mais au final, il y a eu combien de mains différentes qui ont eu les droits de Terminator? Parce que ça va encore changer de main dans le film d'après, pour retourner à l'envoyeur au final. Là, on est presque à 4 ou 5 entités différentes. J'ai jamais vu ça. Dans l'histoire du podcast, j'ai jamais vu un bordel pareil. Là, à ce stade-là, les cartes sont rebattues à chaque film. Vous imaginez le mec qui se dit, tiens, je vais essayer d'éditer un coffret avec tous les Terminators? Impossible. Bon courage. Bon courage, quoi. Pour te dire, même Vajna et Kassar, entre le 2 et le 3, ils produisent les deux films, mais pas avec la même société quand même. tu passes de Carolco à C2 quand même. C'est une histoire de blanchiment d'argent Terminator depuis le début, de toute façon. C'est ça en fait. Il y a une boîte de prod qui s'appelle Hanover House qui a annoncé vouloir faire un film d'animation en 3D. Ce serait appelé Terminator 3000. C'est ça. Mais le fonds d'investissement a refusé leur offre de 30 millions pour le droit de produire un seul film. Et en 2011, il y a Universal qui pense investir dans un nouveau Terminator, avec Arnold qui serait de retour, et Justin Lin à la réalisation. Ouais. Ça aurait déjà eu un peu plus de peps. Et Chris Morgan, scénariste de Fast and Furious aussi avec lui, donc au scénario. Je me demande ce que ça aurait donné un film à la Fast and Furious. Tant qu'à faire, autant que ce soit Justice League de tous les réalisateurs qui ont bossé sur Fast and Furious. Carrément. En plus, le troisième Star Trek sans limite, prouve que le mec, il peut faire vraiment du très très bon divertissement. Ouais. Et puis bon, à l'époque, on était juste à la sortie de Fast and Furious 5, qui reste objectivement le meilleur de la licence et qui a quand même des scènes d'action assez folles. Assez loin. Ouais. Ça aurait été génial. Ça se marie parfaitement parce que quand tu réfléchis dans les Terminator, il y a toujours des courses-poursuites en voiture et de camions et des motos. Donc c'est logique, ça aurait été logique. Sous-estimé Justin Lin, on le cantonne vraiment à Fast and Furious, mais le mec, moi je trouve est assez intelligent et puis encore une fois le Star Trek Beyond, moi j'avais trouvé ça super. Ouais, c'est peut-être même un de mes préférés, je pense, des trois, je veux dire. Oui, je comprends. Ouais. C'est du Star Trek. On n'en parle pas beaucoup dans les formes. On n'en parle quasiment pas beaucoup de ce film. Mais moi, je trouve qu'il est top, quoi. Ah oui, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, ouais. À peu près au même moment, donc, les droits sont remis aux enchères. Il y a Universal, Sony, Lionsgate, MGM. Il y a du beau monde qui y participe. Mais à la grande surprise, c'est Annapurna Pictures qui obtient les droits. Je m'y attendais pas. C'est vraiment pas un nom que j'imaginais dans l'histoire Terminator. En fait, c'est donc Megan Ellison, la créatrice d'Annapurna, qui a voulu un peu changer de cap dans sa carrière, puisque avant ça, elle avait produit quand même des films comme Zero Dark Thirty, Her, American Hustle, ou même Phantom Thread, vraiment des films qui ont rien à voir avec Terminator. C'est comme si aujourd'hui c'était A24 se positionner sur Terminator en fait. Voilà. Et franchement, j'aimerais voir ça. Tu vois, j'aimerais voir la gueule d'un Terminator par 24. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs assez drôles. C'est ce que je disais dans le premier épisode. En plus, je me disais si Terminator n'avait jamais existé, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui si ça avait été une production A24 écrite à partir d'une page blanche, ce serait passionnant. Mais bon, on ne vit pas dans cette période. Elevated horror. Ah, c'est ça, un elevated science-fiction. Pardon. Because I'm always elevated. You gotta pump and elevate. I elevate all the time. Bon. Si je l'avais pas trop fait dans les 2 derniers épisodes, là, c'est bon, c'est sorti. Elle est parfaite. Le prix des droits, ils avaient baissé, en fait, parce qu'il y a une histoire de copyrights,
en fait, les droits reviendraient à James Cameron en 2019, sauf si des films étaient faits à ce moment-là. C'est ça. Avant ça, je vais dire. Mais ça, on en parlera beaucoup plus dans le prochain épisode. Cameron aurait été en contact avec la production dès le début, hein, apparemment. Il était quand même plutôt impliqué dans le projet, quoi. Chose qu'il a nié pendant un bon moment, d'ailleurs. C'est assez étrange, l'intervention de James Cameron là-dessus, puisque il a participé, mais corps et âme à la promotion de ce film, de Genesis. Il était mis en avant, enfin ça faisait un peu, on l'a sorti du placard entre guillemets, mais à chaque fois il assurait, ouais non mais je vous assure, j'ai absolument pas participé au film, j'ai rien à voir là-dedans, etc. Et à plus c'est un peu toujours le truc avec James Cameron en fait, qui est quand même un garçon sympathique, mais qui a tendance à la mythomanie assez forte par moment. Sympathique, c'est gentil. Oui, enfin sympathique. Il a son petit caractère, hein, quand même. Voilà, donc c'est un grand réalisateur qui a quand même modifié profondément le paysage hollywoodien moderne, mais effectivement, je pense qu'il est absolument imbuvable sur un plateau, pour le moins. Mais il y a toujours cet effet, c'est qu'effectivement, plus il niait avoir participé à la production de Genesis, moins on le croyait en fait. À chaque intervention, j'étais là, je fais OK James, t'as touché combien? Dis-nous-le tout de suite. Voilà, c'est comme Andrew Garfield avec les Spider-Man où ça se voyait tout de suite sur son visage, on sait mec que tu vas être dans le prochain Spidey, arrête. C'est ça, c'est bon, on a compris. Mais ce qui est intéressant sur ce Genesis, c'est qu'il y a le frère de Miguel Edison qui arrive, hein, puisque le film est coproduit par Skydance, qui est donc la société de David Ellison. Alors Skydance, eux deux, c'est des enfants de milliardaires. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils ont chacun créé leur boîte de prod, quoi. Donc ils sont pétés de thunes à la base. Voilà. Et surtout Skydance, c'est une société qui va beaucoup travailler avec Paramount, puisqu'ils vont travailler sur les suites du Star Trek de J.J. Abrams. Hein. Ils arrivent à partir de Star Trek Into Darkness, ils arrivent sur Mission Impossible à partir du 4, donc Ghost Protocol, et ensuite Top Gun Maverick, c'était aussi voilà. Pas mal. Voilà, donc ils font des grosses machines, ouais. Et en fait, tout simplement l'impact de James Cameron, il va se voir autrement, puisque Laeta Kalogridis, donc la co-scénariste du film, c'est la scénariste et productrice du film, coproductrice du film, c'est la co-scénariste d'Avatar. Quel film? Avatar. Mais elle va produire le film avec un monsieur qui s'appelle Patrick Lussier. Est-ce que vous savez qui c'est Patrick Lussier? Patrick Lussier, Patrick Lussier, je veux dire il a réalisé Dracula 2000. Exactement. C'était le monteur de Wes Craven, puisque c'était lui qui avait monté Freddy sort de la nuit et les 3 premiers Scream. Et outre Dracula 2000, on lui doit le magnifique film avec Nicolas Cage, donc Hell Driver 3D, Drive Angry. Film d'une grande subtilité. Il est comme ça. Je me souviens. C'est un drôle de duo parce que Laeta Kalogridis, elle a écrit Shutter Island, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà. L'autre, il a écrit Dracula 2000. Il y a quand même mais vu qu'il a fait un film en 3D, je pense que ça a plu à James Cameron. Ah, c'est peut-être ça. Il a un œil sur tous les réalisateurs qui bossent en 3D, tu vois. C'est d'ailleurs lui qui a dû les convaincre parce qu'il voulait pas faire le film à l'origine, les deux. Et le but, c'était pas de faire un reboot, c'était de garder Arnold donc en perso central et pas secondaire. Ils ont justement cité Leonard Nimoy dans Star Trek en disant on veut pas que ce soit un caméo comme ça, que ce soit un petit rôle, on veut que ce soit un personnage important. Et donc ils ont un peu décidé quand même d'ignorer 2 films, on va dire. Ou alors leur argument, ce n'est pas un remake, ce n'est pas une suite, ce n'est pas un reboot, c'est une réimagination. À chaque fois, ils inventent des nouveaux trucs. C'est comme dans Scream, le dernier, là, ils ont inventé un nouveau terme. C'était quoi déjà? Requel. Ah oui. La requel. Le requel. Je n'ai jamais entendu ça avant. Ils l'ont inventé dans Scream et je l'ai jamais entendu après. Total requel. Oui, c'est la sequel qui fait un reboot, c'est ça, en fait. C'est ça? Ah, bah, merci, j'ai compris maintenant. Je crois que c'est ça le truc. Parce que là, effectivement, James Cameron, qui crie sur tous les toits, en fait, Terminator Genesis, c'est le véritable Terminator 3. Ouais. C'est ce qu'il racontait. Et il racontait, oui, c'est l'histoire que j'ai toujours voulu raconter à la suite du 2. Alors même que pendant des années il a dit oui il faudrait que ça s'arrête après le 2, j'ai dit ce que j'avais à dire, bref, mais quand tu regardes le film je me demande si c'était vraiment ce que t'avais envie de raconter, James, en fait. James il est comme les films, il s'auto-reboot à chaque fois, en fait. Je pense que d'être dans un sous-marin 24 heures sur 24 ça doit jouer quand même un petit peu. Ouais, à mon avis dès qu'il ressort un petit peu la tête de l'eau, c'est tout de suite il perd la tête et on dit hey James viens sur les plateaux télé pour dire que Genesis c'est bien. Ouais, pas de problème. Après je retourne dans l'eau.
hein, c'est par super. contre. Hein. C'est super, c'est génial. Allez tous le voir. D'après les scénaristes, le premier film était une histoire d'amour et le deuxième film une histoire enfant et père adoptif. Donc ils ont mélangé les deux concepts. Voilà, faire de l'original tout simplement, n'est-ce pas, hein, on prend les deux Comme films. toujours. Et voilà. Une réimagination. Hein. Et le plan était de démarrer une trilogie avec ce film. Spoiler alert, ça a pas marché. Hein. Oh, Ça a pas non. marché. Ça a pas marché. Je suis désolé. Je suis La boule désolé, noire. hein. Voilà. En fait, tu pourrais faire une trilogie, des trilogies interrompues. En fait. Interrompu. Ah oui, Oui, c'est vrai. C'est vrai. À C'est ces vrai. quatre, je devrais regarder la liste des films que j'ai fait et voir combien il y en a qui était censé être un début de trilogie. Il doit y en avoir pas mal. Une grosse inspiration du film, c'était Retour vers le futur 2. Ah bon, ça se voit pas. Voilà. Ils ont regardé Retour vers le futur et ils ont mis un peu de Terminator et voilà. Bah, il y a pas le café 80, alors que ça se passe dans les années 80. Donc déjà, il y a une première erreur pour moi, mais en fait, c'est toujours bien quand t'as un cinéaste comme Zemeckis qui revient sur les séquences qu'il a lui-même tournées et qu'il les réinvente, le reinvention, ce que fera Lana aussi d'une certaine manière avec Oui, bien sûr, Resurrection. exactement. Et là, je trouve que ça donne un côté méta super intéressant tout en continuant l'histoire. Là, malheureusement, c'est pas trop la même chose puisque c'est un autre cinéaste qui va vouloir recréer des scènes du premier Terminator. Oui. Enfin, on en reparlera après. Et le résultat est pas tout à fait le même. Ouais, qui va plus singer en fait, qui va plus singer qui va se les réapproprier pour autant en fait. C'est ça le truc. Ou alors il y a l'option Gigi qui était plutôt pas mal, c'est-à-dire que vu que Into Darkness, par exemple Star Trek Into Darkness, c'est une nouvelle timeline, ben en fait on raconte les mêmes événements, sauf que les destins des individus sont inversés ou mis en miroir, comme le destin de Kirk et de Spock qui est mis en miroir à celui de la colère de Khan, mais en inversé en fait. Et c'est nul. Désolé, j'ai donné mon avis. J'aurais pas dû. Je suis censé être neutre. Je présente normalement. Rian Johnson, Villeneuve ou encore Ang Lee ont été approchés, mais c'est Alan Taylor qui a eu le job. Ang Lee, ils le veulent vraiment sur la saga Terminator, hein, parce qu'ils avaient déjà fait du push pour l'avoir sur le 3. Ouais. Finalement, il fera Gemini Man, qui est peut-être un peu son Terminator à lui, d'une certaine manière. Rian Johnson, c'est logique parce que Looper, c'était un peu aussi. Et puis Breaking Bad aussi à cette époque-là, qui était quand même bien. Denis Villeneuve, j'espère que ça aurait été pour un autre scénario et pas celui-là. Mais il fera quand même son film de robot avec. C'est pas son genre de faire des suites et des trucs comme ça. Villeneuve. Non, ouais. Il fait que des projets originaux, lui. Hein. Ouais. C'est pas son truc. Donc Alan Taylor, qui est un grand réalisateur, 3 petits points. De télé. De télévision. Voilà, moi je l'ai toujours plus ou moins connu depuis que je regarde la télé, depuis que j'ai 15-16 ans. C'est un taulier, quoi. C'est un taulier, le mec. Voilà, il a réalisé le pilote de Mad Men. Déjà, respect absolu. Rien que pour ça, respect éternel. Rien que pour ça, c'est quand même, t'es dans le panthéon. Ouais. Mais en plus, il a réalisé certains des épisodes les plus marquants des Sopranos, donc les plus marquants de l'histoire. Dans la dernière saison des Sopranos, il en réalise 3 ou 4, je crois. Il est quand même vachement présent. Il a aussi réalisé du Oz, du Six Feet Under, beaucoup de Game of Thrones aussi, bien sûr. Ouais. Rome aussi. Donc vraiment, en gros, dès qu'il y a un projet Sex and the City, dès qu'il y a un projet HBO, tu peux être sûr que le mec était là, quoi. Et surtout, il était là dans les moments où vraiment les séries ont été les plus belles. Voilà. Il était ces épisodes des Sopranos sur la dernière saison, c'est les plus beaux de toute la série, quoi. Juste en tant qu'œuvre à regarder, le pilote de Mad Men, quoi. Enfin, il est non, mais c'est un réalisateur qui est vraiment dans son élément. Voilà. La grande série télé américaine quand même lui doit beaucoup, hein. Ouais, beaucoup Alan Taylor. Par contre, le cinéma moins. Voilà, c'est pas forcément ça. Au cinéma, il est surtout connu pour Thor The Dark World, un film qui existe et qui, ma foi, avec le recul, n'est pas le pire du MCU, parce qu'on a eu quand même tellement depuis qui sont mauvais qu'au final, bon, c'est pas à cause de la réalisation, je trouve, que Thor The Dark World est mauvais, c'est plus parce que le scénar n'est pas là, quoi. C'est plus ouais, et puis aussi il y avait déjà cette capacité de Marvel à vouloir faire des raccourcis en se disant on va faire un film avec des elfes démoniaques, qui on prend le réalisateur de Game of Thrones, quoi, tu vois. C'était un peu pareil avec Wonder Woman, où ils voulaient absolument Michelle McLaren, qui est aussi très connue pour la télé, aussi pour Breaking Bad, pour Game of Thrones, et ça a pas du tout marché. Elle voulait donner
Un tigre à Wonder Woman, un tigre qui parle. Et donc elle s'est faite virer au final. Alors que peut-être ça aurait permis de survivre le film. Tu vois, on sait pas. On sait pas parce qu'un tigre qui te parle, ça a déjà beaucoup plus de charisme que Gal Gadot. Donc rien que pour ça. C'est vrai. Voilà. Et ça joue sans doute mieux la comédie aussi. Bien sûr, Moi je pense toujours au lion de Cléopâtre. Dans Astérix et Cléopâtre, le dessin animé, le lion de Cléopâtre, il a un charisme de ouf. Hein. Il a un charisme de ouf. C'est vrai, tout à fait. Donc sa femme, Alan Taylor, lui a dit « Alan, après Thor 2... » Alan, après Thor 2, tu devrais choisir un projet plus minimaliste, plus personnel. Parce que sa femme est un raptor. Hein. On l'a pas dit, mais il s'est réveillé la nuit, il y avait sa femme. Alan. Et lui, il a dit non, je veux le faire parce que j'adore Arnold Schwarzenegger. Il voulait bosser avec lui. Voilà. Absolument. Il voulait absolument bosser avec Arnold, donc il a ruiné sa carrière. Vraiment, hein, il a plus ou moins ruiné sa carrière. Il est de retour sur House of the Dragon maintenant, donc il a fait plus ou moins son comeback sur HBO. Quelle plus belle histoire d'amour que de foutre en l'air sa carrière pour un autre homme, tu vois, quelque part. Pour Arnold. C'est beau. Voilà, pour Arnold. Pour Arnold, il y a pire. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu se dire, viens, on développe un projet de série télé ensemble, un projet original. Non, on va refaire un Terminator. Un projet de série avec Arnold. Il y en a déjà eu, ça? Ouais, Foubar. Ça existe. Je sais que Stallone a sa série. Ça a pas l'air génial. Mais ça marche. Oh, c'est bien. C'est bien. Tout le Soul Cycling, c'est bien. Ouais. C'est bien. Bon, peut-être j'y jetterai un coup d'œil. Mais sinon, il y avait aussi sa télé-réalité avec ses filles. Les Stallone. Oui, c'est vrai. The Stallone. Oui. Ça, j'ai pas regardé. C'est le côté fashionista de Stallone, alors que Arnold, lui, il fait des vidéos avec son âne et on est ému, quoi. Mais c'est clair, exactement. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça que j'adore. Exactement. Et il fait aussi des vidéos où il sort les couteaux. C'était quoi déjà? Non, c'était Stallone, ça. Non, c'était Schwarzenegger qui montrait le couteau que lui avait offert Stallone. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'était une réplique effectivement du couteau qu'il avait sur Rambo 2, je sais plus lequel. Et après, il a sorti tous ses couteaux, puis il faisait une comparaison de la longueur des couteaux qu'il avait dans sa collection. Ils sont obligés de se comparer les couteaux. Voilà où ils en sont. Je reprends ce que disait Stéphane tout à l'heure. Non seulement ces vidéos prouvent l'humanisme de plus en plus exacerbé de Schwarzenegger, déjà, mais en plus ça prouve que le mec, il est drôle. Ah, il est drôle. Le mec, il pourrait faire du stand-up maintenant, hein, vraiment. Tu vois, Stallone, il peut pas faire de stand-up. Alors qu'Arnold, mort de rire, quoi. Arnold est très drôle, et en plus, déjà, il a le physique. Déjà, il te fait rire. Je veux dire, il a une tête quand même qui est plutôt marrante, en plus d'être baraqué, quoi. Il a l'accent, et en plus, il a le timing. Il a l'âne. Il a l'âne, mais quand t'as tout, quoi, vraiment, c'est pas juste parce que le mec, voilà, il est déjà sculpté comme un dieu. C'est un acteur reconnu, sûrement milliardaire de nos jours, Arnold, hein, j'imagine. Surtout qu'il était marié à une Kennedy et tout, donc ouais. Il a dû perdre beaucoup pendant le divorce, cela dit. Ouais, voilà, il a vraiment tout pour lui. C'est que tu t'as pas le droit d'être drôle comme ça quand tu ressembles à Arnold en plus, quoi. C'est pas juste, tu vois. Il y a des mecs comme ça, ils sont drôles et tu dis non, t'as pas le droit, quoi. Ryan Gosling, arrête d'être drôle, tu vois. C'est ça. Mais en plus, c'est ça qu'il y a d'assez hallucinant avec Arnold, c'est que quand tu regardes justement, quand depuis sa retraite politique et que il commence à réaliser que malgré tout, il a 77 ans, hein, il fait beaucoup de contenu à destination des culturistes, des choses comme ça, et il est tout le temps hyper bienveillant, il est hyper patient avec les gens. Enfin, c'est assez marrant le contact qu'il a réussi à développer à travers Internet de ce personnage comme ça, effectivement vraiment proche dans le bon sens du terme des gens qui l'interpellent, quoi. Ouais, tout en développant les initiatives écologiques aussi. Tout à fait aussi, ouais. Il y a les siennes, mais il soutient celles des autres aussi. Et pendant le Covid, il avait fait des vidéos aussi pour dire aux gens de mettre des masques, etc. Ah oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, là, au moment où Genesis sort, c'est le même moment où Arnold se rend à la COP21, en fait. De la même façon, finalement, que Terminator 3 était la campagne pour le poste de gouverneur la plus chère de l'histoire de la politique américaine. Là, ce film arrive au moment où Arnold commence vraiment à prendre l'initiative sur tout ce qui est problématique écologiste, voilà, qui voulait de plus en plus mettre en avant, quoi. You need to recycle. Now. You recycle now. Finalement, Annapurna ne financera pas du tout le film. Au final, ils ont juste acheté les droits et ils ont fait. C'est une histoire de blanchiment d'argent, tout ça. Sans doute. Et donc c'est Skydance et Paramount qui vont s'en occuper. Pour le rôle de Sarah Connor,
Il y avait 2 actrices qui étaient envisagées. Tatiana Maslany, donc connue pour She-Hulk. Orphan Black. Elle était connue surtout pour Orphan Black à ce moment-là. Très bonne actrice, hein. Elle jouait 5 ou 6 rôles différents dans la série. Hein. Très très bonne actrice Maslany qui donc maintenant qui est connue pour She-Hulk, quoi. Mais sinon l'autre choix c'était Brie Larson et Paramount voulait absolument Brie Larson, mais Alan Taylor voulait Emilia Clarke parce qu'il avait bossé avec elle sur Game of Thrones. Donc c'était l'idée d'Alan Taylor. Et que depuis la série The Sarah Connor Chronicles, t'es obligé d'avoir des actrices de Game of Thrones pour jouer Sarah Connor. Sarah Connor, oui. Et je trouve qu'il y en a une qui faisait un bien meilleur travail que l'autre, en tout cas, pour avoir regardé un petit peu la première saison de Sarah Connor Chronicles. Ça coule beaucoup plus de sources que ce soit Lina Headey. Même quand tu regardes Game of Thrones, hein, tu vois vite quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de casting, Emilia Clarke? Juste, je pense que il y a un problème de budget dans le film. Le film ne coûte pas si cher comparé à la plupart des gros blockbusters de cette époque. Et je pense que Arnold a dû prendre quand même une bonne partie du budget. Je pense que effectivement mais de toute façon de la même façon que les Expendables, tout le budget des films passait dans les cachets pour faire apparaître les copains 5 minutes. Là, le film il en souffre, mais au-delà de ça, effectivement, le choix d'Emilia Clarke, il est logique d'une certaine façon, puisque quand même on est en 2015, voilà, enfin on est en plein Game of Thrones, donc ça paraît, enfin en tout cas ça paraît être une bonne idée pour en termes de marketing, etc. Par contre, le truc c'est que t'étais en plein Game of Thrones, donc t'avais quand même moyen de voir qu'Emilia Clarke ne savait pas jouer à la comédie. Tu vois, c'était difficile d'être surpris à ce niveau-là, et c'est l'une des premières erreurs. La deuxième erreur, on en parlera peut-être après. Je trouve que voilà, c'était pas le bon choix, quoi. C'était pas le bon choix, surtout par rapport en fait à ce qu'on lui fait jouer, c'est-à-dire que là globalement on lui fait jouer une anti-Sarah Connor par rapport à Terminator 1 en fait. Son interprétation et peut-être ce qu'on lui donne à jouer aussi, ça fait un personnage qui est difficilement supportable et sur lequel elle appuie quand même beaucoup, et ça rend son passage dans le film je trouve un poil pénible. Il y a aussi une curiosité dans ce casting, c'est que je pense qu'aussi ils l'ont casté parce qu'elle a un air de ressemblance avec Linda Hamilton. Tu trouves? Non, et tu vas voir, en fait, elle a un air, mais ce qui est très étrange, c'est que la façon dont ils ont conçu le personnage, et là je rejoins Stéphane, mais là je vais parler de look. Elle est censée avoir le même âge que dans le premier Terminator. Oui. Elle doit avoir 19 ans dans le lore, tu vois. Mais elle a déjà le look de Sarah Connor dans Terminator 2. Parce qu'elle a été formée Voilà, bon, on le saura pourquoi. Mais voilà, il y a cette idée de faire une Sarah Connor, effectivement, hybride, mais qui a déjà de l'avance dans l'histoire et qui en même temps refuse ce qu'elle doit être. En fait, effectivement, une anti-Sarah Connor, comme l'a dit Stéphane. C'est une écriture de personnage assez curieux, et puis bon, je pense qu'ils l'ont surtout choisi pour le looks aussi. Hein. Je trouve pas qu'elle lui ressemble. En plus, elle est anglaise et il y a un moment au début du film où elle garde son accent pendant une scène et ensuite ça change pendant le reste du film. Elle a un accent américain, mais genre dans une de ses toutes premières scènes, son accent anglais ressort et je me suis dit, pourquoi avoir pris une anglaise? Je comprends pas. tu veux essayer d'avoir un peu la californienne Valley Girl à l'origine, c'est ça, Sarah Connor, quoi. Donc j'ai un peu de mal avec ce choix parce que elle est petite, Emilia Clarke, elle est assez menue, quoi, tu vois. Je sais que bon, à l'origine, Sarah Connor, c'est pas une montagne de muscles comme elle peut l'être par la suite, mais je trouve que physiquement, ça ressemble pas. Mais après, au final, les bons castings, c'est pas que physiquement que ça se joue, tu vois. C'est pas parce que tu ressembles à tel acteur que forcément tu vas être un bon acteur, quoi. Mais là, on sent justement, comme je disais, le budget qui est parti dans Arnold et les effets spéciaux, etc. Qu'au final, tu te retrouves avec moins d'argent pour les acteurs et donc tu te retrouves avec dans les deux des rôles principaux, 2 acteurs de séries télé, un acteur qui était un peu en train de monter dans sa carrière en tant que acteur de films d'action. Donc c'est pas des grands noms en fait il y avait quand même Christian Bale, Bryce Dallas Howard dans le précédent, qui étaient quand même des noms assez connus. Là, on sent que tout est parti dans Arnold et donc ils se disent, on va récupérer des acteurs qui sont un peu en train de monter à la télé, par exemple Emilia Clarke, et ça coûte moins cher. Et donc voilà, je pense sinon on aurait eu
peut-être que Brie Larson, ça coûtait plus cher, par exemple, tu vois. Et Brie Larson aurait été un meilleur choix de mon point de vue. Et qui venait ou allait avoir l'Oscar de la meilleure actrice. Alors, je trouve qu'elle aurait fait une très bonne Sarah Connor, perso, Brie Larson. Et je trouve pas particulièrement que Emilia Clarke joue mal, je trouve qu'elle est toujours mal castée. En fait, si elle jouait dans des comédies ou des rom-coms ou des trucs comme ça, elle est très bien. Ah bah dans Last Christmas, elle est superbe. Elle est drôle, elle est charmante, elle a un regard qui rieur et tout. Tu sens que moi, pour l'avoir rencontrée, vraiment, elle respire la bonté, cette meuf. Mais pour jouer Daenerys Targaryen ou pour jouer Sarah Connor, je sais pas si c'est le bon choix, quoi. Voilà. C'est pas la question. On va dire que c'est pas une actrice très polyvalente, quoi. Non, voilà. Elle est tout le temps castée dans les rôles de badass, alors qu'elle-même, tu sens qu'elle est pas forcément faite pour ça, quoi. Mais sinon, il y a un autre Clarke, puisqu'il y a Jason Clarke dans le film. Ouais. Lui, il était le premier choix à peu près depuis le début. Mais la grosse rumeur à cette époque-là, c'était Tom Hardy pour jouer John Connor. Qui aurait été une c'est bonne pareil. idée. Ouais, bonne idée, mais pareil, cher. Jason Clarke, il coûte cher. Et là, Jason Clarke, je pense que vraiment, à mon avis, je pense que quand il a lu le scénario, tu vois qu'il est pas vraiment dirigé, parce que et tu sais, il la joue un peu à la Fu Manchu, le méchant dans les films américains des années 30-40 où on grimait un type pour le faire passer pour un chinois et il jouait je suis méchant, et il est très très là-dedans, en fait. Qui est un acteur que je trouve pas par ailleurs mauvais, mais là il y a vraiment, je trouve, un problème de direction d'acteur, je pense de construction du rôle aussi, en fait. Il y avait une remise sur les Clark, en fait. Oui, c'est ça, il y avait un Clark acheté, le deuxième offert. Je trouve personnellement que c'est en fait un des plus gros problèmes du film, en dehors du scénario et du fait que c'est moche, hein, je veux dire. À peu près tous les rôles sont mal castés. Ah ouais, en dehors du reste du film, c'est le principal problème. Mais vraiment, quand t'as tes 3 rôles principaux qui sont quand même très mal choisis, parce que Jai Courtney en Kyle Reese, c'est peut-être un des pires castings de l'histoire. Le mec, il a absolument rien à voir avec Kyle Reese, mais c'est même pas que physiquement, c'est que il n'envoie pas du tout les mêmes ondes, quoi. C'est pas du tout. C'est un autre personnage. C'est un autre personnage, voilà, totalement. Tu vois, par exemple, Et lui, c'est pas justifié. C'est-à-dire que autant Sarah Connor, justement, ils essayent, comme on a dit, de faire une anti-Sarah Connor, et autant t'as le twist autour de John Connor. Autant Kyle Reese, pour le coup, c'est censé être le même Kyle Reese, en fait. Et l'erreur, c'est que au final, tu regardes, tu n'as pas le même personnage. Et voilà, ça témoigne vraiment des problèmes profonds d'écriture qui quand même traversent Genesis, quoi. Vous savez qui aurait été un bon Kyle Reese? Sebastian Stan. Ah oui. Non, c'est vrai, hein. Oui. Regardez sa tête. Mais lui, il peut tout faire, lui. Mais physiquement, en plus, il peut jouer Donald Trump et Kyle Reese, c'est pas mal. Il y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça, quoi. Et Tommy Lee. Mais je trouve que physiquement, en plus, à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, c'était Winter Soldier et tout, hein, je crois. Donc, voilà. Oui. Bon, alors, ils auraient pu reprendre Anton Yelchin, hein. Non, il était pas mort. Ah non, il était. Ah bah non, il était encore en vie. Bien sûr. Je me disais, non, c'est de mauvais goût. De quoi? Non, je croyais que tu disais ils auraient dû le reprendre alors qu'il est mort. Ils auraient dû le reprendre. Il fait pas d'effort, franchement. Et en plus de ça, pour Jason Clarke, en plus le truc, c'est qu'il venait de faire l'année précédente le 2e Planète des singes, dans lequel il était excellent. Il est bien dedans. Et ça, c'était un rôle vraiment pour lui, le rôle du scientifique, comme ça, qui a un dilemme, être avec le singe, rejoindre les humains. Et là, il était vraiment parfait pour ce type de rôle-là. Mais en John Connor, en fait, je me suis quelle idée curieuse de casting quand même, en fait. Non, c'est bizarre, ouais. En fait, John Connor, c'est un des personnages qui a vu le plus d'acteurs. Il y a eu combien d'acteurs qui ont joué John Connor? Bah, si on compte l'acteur qui le joue adulte dans chaque film, il y a un John Connor différent. Bah, c'est ça en fait, je crois, 1, 2, 3, 4, ouais. Ça fait beaucoup de John Connor, quoi. Et ça, c'est le 3e Kyle Reese aussi. Dans Dark Fate, il y aura un nouveau John Connor? Bah non, ce sera Edward Furlong. Ah bah oui, il meurt, donc. Voilà. Pardon. Lorne Balfe est à la musique, avec l'aide de Hans Zimmer, et je trouve que la musique est l'inverse de Terminator 3, où je me plaignais qu'elle était pas assez présente. C'était le 3, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Et là, par contre, le thème de Terminator est utilisé toutes les 2 secondes, à un point que ça n'a plus aucun sens. Mais vraiment, on en est à un point où c'est comme si dès que James Bond apparaissait, il y avait la musique de James Bond, tu vois. Le thème de James Bond, à chaque fois. Imagine. Bah,
Imagine. Non, parce que dans les James Bond, ils te font un bon thème, tu vois, à chaque fois, qui va avec le film. Chaque film a son propre thème, tu vois. Mais là, c'est vraiment de la copie. On reconnaît quand même, du coup, on reconnaît le collaborateur de Hans Zimmer là-dedans. C'est-à-dire que quand même, copie-coller. Hans Zimmer, quand il est inspiré, il peut te faire des trucs absolument fabuleux. Enfin, quand son équipe est inspirée et qu'il signe derrière, il peut faire parfois des trucs absolument fabuleux. Mais comme le mec, il fait quand même l'équivalent d'une BO par semaine. Il y a des fois le bouton CTRL-C, CTRL-V d'un film à l'autre. Et surtout l'utilisation extrêmement effectivement pompière finalement de la musique en elle-même. C'est aussi un truc. Faut que ça tabasse quoi. Et là, je trouve que effectivement l'utilisation de la BO, moi j'aime pas du tout l'approche du 3 parce que en fait pour moi on perdait tout ce qui faisait l'intérêt de l'approche de Brad Fiedel, donc le côté extrêmement non organique de la musique de Terminator, industriel, très industriel, et là on partait sur un truc hollywoodien extrêmement classique, et là il y a un peu de ça, sauf qu'effectivement on est sur une orchestration qui est vraiment grandiloquente, qui du coup pour moi casse un peu l'image sonore que je peux avoir de Terminator, et qui effectivement est utilisé avec des gros sabots. C'est un peu le syndrome, j'ai peur que mon public s'endorme en fait. C'est du post The Dark Knight, la musique en plus. Vraiment, c'est du recyclage de thèmes, c'est du Zimmer dans le texte à tous les niveaux quoi. Ouais. Mais il y a une réussite, c'est le générique de fin. Avec le thème de Terminator 2 repris quasiment à l'identique. C'est vrai que c'est une réussite. Voilà. Là, pour le coup, tu dis, voilà, on y arrive. La réussite du film, c'est quand le film se finit. Exactement. Pour promouvoir le film, le cast a été photographié sur des motos ou avec des armes, etc. Et ça a fait la une d'Entertainment Weekly. Et je me rappelle que tout le monde s'était moqué. C'était la risée. Matt Smith. Ils avaient l'air ridicules. En fait, le photoshoot était atroce. Vraiment. Je sais même pas comment c'est passé, quoi. Comment il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va mettre ça en couverture du magazine. Tu les vois, ils sont là en train de serrer la mâchoire et plisser des yeux. Genre, ils sont tous en train d'avoir un air assez sérieux, avec les guns et tout. Et tout le monde avait ri. Donc déjà, le film, avant même sa sortie, c'était déjà la risée, quoi. Mais je m'en souviens encore, des réactions à l'époque. C'était il y a 10 ans déjà qu'il est sorti ce film. Tout pile. Ouais. On fête le 10e anniversaire du film. Ouais. Je pense qu'on est les seuls. Arnold, lui, il a déclaré que ce film était meilleur que le 2 à tous les niveaux. Voilà. Écoute, voilà, bon soldat lui aussi, hein, voilà, il fait la promo, voilà. Arnold, tu lui ramènes des cigares et c'est bon. Ouais, il est content. Pas de problème. Et d'après Emilia Clarke, tout le monde était déprimé sur le tournage. Il y avait une ambiance vraiment morose. Alan Taylor était vraiment pas bien. Il avait pas l'air d'être heureux, quoi. Personne n'était heureux d'être là. À part peut-être dès qu'Arnold rentrait dans la pièce, tout le monde était content. Genre, ouais, il y a Arnold. Et dès qu'il se barrait, c'était là. Tout le monde faisait la gueule. Et c'est pour vous dire, vous vous rappelez des 4 Fantastiques de Josh Trank, qui étaient filmés exactement à la même époque. Ouais. C'est considéré comme un des pires tournages de l'histoire, que ce soit le tournage ou même le montage après. Enfin, toute l'histoire de ce film, c'est un bordel pas possible. Eh ben, les gens qui travaillaient sur les 4 Fantastiques avaient des t-shirts qui disaient « Au moins, on bosse pas sur Terminator ». J'aimerais croire que cette anecdote est vraie, en tout cas. Non, mais c'est vrai, hein, parce que dans les films aux États-Unis, ils font des t-shirts pour le crew, mais toutes les semaines, ils ont un nouveau t-shirt. Il doit y avoir des gens qui doivent collectionner tous les t-shirts de crew, j'en suis certain. Le film a coûté 158 millions, ce qui est pas grand-chose, hein, entre nous. Pour les films, on sait pas où l'argent est passé, mais de nos jours, un Terminator, si c'était fait par un gros studio, ça coûterait 200 millions minimum, quoi. Minimum. Surtout que c'est déjà moins cher que le 3. C'est moins cher que le 3. Et moins cher que le 4 aussi. Moins cher que le 4. Bon, après, on va pas... Je crois que le 3 est peut-être un petit peu plus cher, je suis pas sûr. Ouais, le 3, c'était 178 millions. Ouais, je crois que le 3 est un petit peu plus cher, ouais. Mais il a rapporté 440 millions. Ouais. Gros carton international. En Chine. Terminator cartonne en Chine. Et s'il y a une principale raison pour laquelle il y a encore des films Terminator qui se font, c'est la Chine. Et c'est pourquoi les films Venom aussi marchent en Chine. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi Terminator et Venom on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ouais, une des grosses raisons, c'est la Chine, quoi. Il a mieux marché que le 4e. Il a coûté moins cher.
il a rapporté plus, il a à peu près le même box-office que le troisième. Donc au final, au niveau du box-office, c'est pas un énorme bid non plus, mais sauf si tu comptes le merchandising, où là peut-être que ça revient plus cher. Ouais. Apparemment, c'est le meilleur score de la licence depuis le 2. Ouais, c'est ça. Qui l'eût cru ? Alors ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui arrive 12 ans après Terminator 3, qui lui-même arrivait 12 ans après Terminator 2, tu vois. Ça veut dire quoi ? Bah que Arnold, il fait des comebacks tous les 12 ans. Tous les 12 ans. I'm back. Pour la critique américaine, ça a 26% sur Rotten Tomatoes. Voilà. Pour le public, ce qui est bien mais pas top. Vraiment pas top. Pour le public, c'est 52%, donc quand même pas mal, quand même plus sympa. Et pour les Français, la presse lui a donné 2,4 et le public français lui donne 3. Donc, ouais. Il est quand même assez bien noté. Quand même le même public français qui publicite les tuches, en fait. Donc, tu vois, il y a quand même une corrélation. C'est le public d'Allociné. Hein. C'est vrai que c'est le public d'Allociné. Je suis pas allé sur Sens Critique, je suis allé sur Allociné. Les Français sont sympas avec Arnold. Les Français sont sympas avec Terminator. Parce qu'on en parlait aussi, le film précédent, par exemple, et je crois que même le 3, au niveau de la critique française, c'est la plupart du temps bien... Enfin, le public français, je veux dire, c'est la plupart du temps bien reçu, quoi. On aime bien Terminator. Parce qu'on aspire à ça. En France, la seule saga qu'on a hantée, bah justement, c'est les tuches, tu vois. C'est même pas Terminator. Mais un crossover est pas impossible. Hein. Oui. Ah, génial. The Tuche, Rise of the Machine. Tu peux rire, Fab, t'as le droit de rire. Il veut jamais rire dans le micro et après on dirait que je ris tout seul. Rise of the Frites, quoi. Les gens, ils doivent se dire, Sofiane, il rit quand même beaucoup tout seul. Non, c'est juste que Fab, il veut pas rire dans le micro. Je ris en silence. Il met un silencieux. Commence avec une narration de Kyle Reese qui nous rappelle le jugement dernier et la vie d'après. Donc John Connor lui a sauvé la vie quand il était enfant. Et en 2019, John et son armée s'apprêtent à partir détruire Skynet et sa nouvelle arme magique. Il y a des petits trucs que j'aime à chaque fois qu'on voit le futur. C'est qu'on voit que les Terminators, ils font des boulots normaux, genre ils conduisent des camions. Alors mais ça, c'est le truc le plus pété de la Terre. Je veux dire, t'aurais pas ton propre camion qui conduit tout seul normalement. C'est ça. Non mais le Terminator, le T800, c'est un truc d'infiltration. Le Terminator, c'est quand même quand il te poursuit, le Terminator, il est effrayant. Oui. Quand il arrive avec son gun, il est effrayant. Mais là, il arrive en camionnette. Il a l'air débile. Non mais vraiment, il a l'air stupide. En plus, on a perdu un truc, c'est que c'est le premier film où il n'y a pas d'animatronique. Peut-être pour quelques plans. Non, je crois que j'ai lu qu'il n'y avait pas d'animatronique. Non, parce qu'il y a encore la team de John Rosengrant dessus. Hein. Bon, ils ont été payés pour rien foutre. Ou alors pour les make-up. Alors, juste un truc. Ah oui, pour le maquillage d'Arnold, j'imagine. Ouais, ça va être ça. Ouais. Juste un truc avant d'aller aussi loin dans l'histoire. Je trouve que les plans d'ouverture sur la destruction du monde sont quand même plutôt pas mal. Hein. Je trouve que les vignettes sont quand même assez réussies. Hein. Ouais, ça fait un peu stock vidéo. Ouais, quoi, je trouve. En fait, j'ai un problème avec la direction de la photo de tous ces passages en fait. Mais les passages diurnes d'une manière générale de ce film-là, je les trouve très très étranges. J'aime pas le rendu en fait. Autant effectivement les passages nocturnes et notamment lors de l'assaut, etc. Il y a des ambiances qui peuvent être sympas. Mais ouais, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, quoi. Et surtout, c'est un peu le problème, c'est que d'un point de vue de mise en scène et tout, t'apportes pas grand chose par rapport au choc qu'avait provoqué Terminator 2. Oui, clairement. Oui. Voilà. Tu vois, il y a toujours ça, en fait, c'est que, et c'est un truc qu'on va retrouver sur Genesis d'une manière générale, il va passer son temps à courir après des modèles qui à chaque fois sont meilleurs, et le film passe du coup notre temps à nous rappeler en fait, ah oui, vous vous souvenez, ça a été fait il y a 30 ans, c'était vachement mieux, et ça en fait partie, je trouve, quoi. Et même sans remonter aussi loin, la sobriété de la fin du 3, oui, juste un plan sur le champ, une vision satellite de la Terre, en 2-3 plans, Mosto il disait tout, hein. Voilà. Là, c'est juste qu'il y avait juste 2-3 trucs que je trouvais pas mal, voir les décors, tout ça, se faire valdinguer, tout ça. Il y avait 2-3 plans que je trouvais assez efficaces, et surtout de commencer par des visions aussi fortes, même si on te rappelle des choses que tu sais déjà. C'est quand même le 5e film, on te dit, on a créé une machine qui s'appelle Skynet, et il a provoqué la destruction de la Terre en lançant des bombes atomiques. Bon, c'est mec, ça fait quand même le 5e film. C'est quand même quoi. Merci. On dirait les précédemment
souvent dans les séries télé. Previously in Terminator. Au moins, on n'a pas eu le plan sur le crâne qui se fait écraser, tu vois, c'est déjà ça, parce que celui-là, on l'a quand même eu dans presque tous les films, donc au moins, on passe à côté de ça. Non, mais le prix à payer, c'est quoi? C'est le Terminator en train de conduire sa camionnette, quoi. Dans un décor qui ressemble pas à Terminator, mais à X-Men Days of Future Past. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, et les deux sont moches. Donc qui est sorti l'année précédente, j'ai l'impression qu'ils se sont dit Days of Future Past imiter Terminator. Et là on va faire l'imitation de l'hommage. Voilà. J'aimerais quand même savoir si les Terminators font d'autres trucs, tu sais, normaux, genre faire la vaisselle ou jouer au foot, tu vois, genre plein de Terminators en train de jouer au foot. Bah à partir du moment où tu les vois se faire hijacker, tu peux leur faire n'importe quoi, hein. C'est vrai. Tu peux très bien reprogrammer un Terminator pour qu'il fasse la vaisselle toute la journée. Ce serait tellement drôle d'avoir Arnold à poil dans ta cuisine en train de... Parce que oui, il reste tout nu. Hein, il reste tout nu, c'est obligatoire. Alors, il reste tout nu, mais par contre, c'est un des trucs, c'est que ils vont te refaire Terminator en te mettant Arnold tout nu, mais en faisant en sorte que tu ne vois plus ses fesses quand même. Et c'est quand même une perte énorme pour l'humanité, quoi. C'est plus les mêmes fesses en même temps. C'est un acteur. C'est plus les mêmes fesses, mais moi, ça m'avait choqué à l'époque, ça m'a choqué là, c'est que la scène où on le voit de dos face à Los Angeles, là, les fesses dans Genesis sont plongées dans le noir complet, alors que t'en profitais pleinement dans l'original, quoi. Et voilà. C'est plus que c'était Hollywood. Mais tout ce pan de scénario, on passe quand même un quart d'heure, 20 minutes à nous rappeler ce qui se passe dans le futur, la rencontre avec John Connor, le Kyle Reese petit, c'est la première fois que je me disais peut-être qu'ils vont renouer enfin avec l'esthétique vraiment glauque du premier, et en fait non, pas du tout. Non. Et surtout en fait ils verbalisent leur relation, ils disent tu sais Kyle, t'es vraiment mon bras droit. Oui. Et il verbalise un truc que normalement tu devrais même pas verbaliser. En fait, un des gros problèmes du film aussi, c'est que il y a tellement d'expositions. C'est que ça. Bah oui. C'est que ça. C'est que du blabla pour expliquer ce qui va se passer dans la scène d'après. Et donc, t'es pas surpris par la scène d'après parce que tu sais très bien ce qui va se passer. Hein. C'est la première fois, par contre, qu'on voit la machine à voyager dans le temps. Oui. Dans les films, en tout cas. Ouais. Ils ont construit ça dans une installation de la NASA. Parce qu'il y avait aucun décor à Hollywood qui était aussi grand pour accueillir aucun plateau qui était aussi grand pour accueillir un tel décor. Franchement, un autre problème, on en a déjà un petit peu parlé, mais on dirait jamais les mêmes persos d'un film à l'autre, en fait. Bah, Kyle Reese, il a pris. Kyle Reese, c'est pas même John par rapport à celui de Christian Bale, par rapport à celui du 3, par rapport à celui du 2. Dans chaque film, j'ai l'impression que c'est un nouveau personnage qui n'a rien à voir avec le personnage d'avant. Alors là où ils ont été un peu malins dans la VF, c'est que l'acteur qui double Jason Clarke, donc Boris Roslinger, c'est l'acteur qui doublait Christian Bale dans Salvation. Là, il y a un petit côté vraiment militaire qui part en mission. Il y a vraiment pas ce côté tension, course contre la montre qu'on est censé ressentir si c'est leur dernière bataille contre Skynet. On dirait pas, quoi. En fait, c'est censé être la fin en plus. Voilà. C'est genre ce soir on a gagné, mais c'est vrai qu'ils sont ultra décontractés en mode qu'est-ce que tu vas faire après? Je sais pas, je vais boire une bière et toi? Je sais pas, j'ai pas encore pensé. Tu lui diras ceci. Merci Sarah pour ton courage pendant ces dures années. Je ne peux pas t'aider ni te défendre comme je le souhaiterais, mais sache que le futur dépend de toi. Il n'y a de destin que les événements que nous provoquons. Il faudra que tu saches triompher de toutes les épreuves. Il faut que tu survives pour que je puisse naître. Parlons des CGI. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Stéphane, t'en penses quoi des CGI? D'une manière générale ou juste sur le début Sur le film, hein, pas en général, genre qu'est-ce que tu penses des CGI? Alors la CGI, remontons, inventé en Jurassic Park et Terminator 2 par Jean-Francis CGI qui a donné son nom à l'invention. Non, en fait j'y ai repensé quand tu parlais du fait que c'était le premier Terminator sans animatronique. C'est que il y a des passages où ça fonctionne plutôt bien, mais tous les passages un peu clés ne fonctionnent pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a, je pense notamment la fameuse rencontre entre le Terminator de 1984 et le nouveau Terminator de je sais plus quelle année. Enfin bref, quand Arnold tue le Arnold du premier film, où en fait il s'amuse en fait à reproduire, à singer vraiment, et c'est vraiment très symptomatique de Hollywood quand ils savent pas quoi faire. On singe sans imagination.
toute la mise en scène de James Cameron. Donc oui, ils ont millimétré le plan, etc. Enfin bon, c'est pas un grand exploit quand t'as demandé 155 millions de dollars pour dire refais-moi un film qui a coûté 5 millions en 84. Bon, ok, je pars du principe que c'est à leur portée. Et le moment où ils s'affrontent, d'un seul coup, le Terminator jeune va se jeter sur le vieux. Et là, t'as l'impression que c'est le marsupilami, quoi. Il a une gestuelle. Ça me rappelle, on parlait de Ang Lee, ça me rappelle le Hulk de Ang Lee. Cette espèce de gestuelle où d'un seul coup, t'as l'impression qu'il va trop vite pour ce que tes yeux arrivent à comprendre, où le moins de mouvement est flou, il y a une espèce d'aspect hyper caoutchouteux dans sa gestuelle, dans sa façon de se battre. T'as les bruitages qui sont là pour essayer de te rappeler que c'est des machines qui pèsent plusieurs centaines de kilos, mais à l'image, t'as cette espèce d'aspect caoutchouc qui va quand même pas mal dominer ces années de blockbuster hollywoodien. On parlait de Marvel, etc., qui à un moment donné arrive toujours à un moment donné où ils font leur truc, puis hop, là on fait la scène où tout le monde est en caoutchouc et du coup c'est dégueulasse. Et il y a plein de moments comme ça, les moments où Arnold est éjecté du bus, un peu plus loin, etc., où dès qu'il y a besoin de faire un truc un peu exceptionnel, un peu emblématique, machin, tu retombes sur une scène où t'as l'impression de voir des bonhommes en caoutchouc. Je pensais à moi, quand j'ai pensé, ça m'a fait penser à la scène du film avec de Ben Stiller, là où ils se battent pour le monsieur élastique, tu sais, dans Walter Mitty, voilà. Tu vois, il y avait un peu ce côté-là, ce côté le bonhomme en caoutchouc que tu dans tous les sens et qui fait que déjà, c'est dur à se projeter dans le fait d'avoir Arnold qui tue Arnold, etc. Mais là, en plus, là, dès que la mise en scène s'enclenche et part sur ce genre de truc, ça me sort vraiment complètement du truc, quoi. Et autant, voilà, il y a certains plans larges, notamment lors de la première bataille qui fonctionne plutôt bien, etc. Mais c'est un peu toujours pareil. Enfin, c'est quand ils arrivent à, soit c'est des questions de temps, soit des questions d'argent. Puis aussi le fait peut-être de filmer de nuit, ça permet quand même de masquer certaines choses. Toutes les scènes un peu clés comme ça, il y a le truc s'effondre, même les effets spéciaux du T-Bill. Il y a certains passages où t'as du mal à croire que ce film est fait 24 ans après Terminator 2, quoi. Il y a des moments où tu te poses quand même des questions, quoi. Moi, ce qui me choquait surtout au niveau des effets spéciaux, c'était au tout début déjà, c'est les vaisseaux là je sais même que les Terminators utilisent, je sais pas s'ils ont un nom. C'est quoi déjà le nom des vaisseaux? Les Hunter Killers. Hunter Killers, voilà, c'est ça. Ils font encore plus fake que dans les 3 films précédents, alors que le film est récent, quoi. Pareil, quand on voit le bus, tout ce qui se passe, le bus sur le pont, etc., tout est faux, mais tout fait faux. C'est que tout fait faux. Ouais. Vraiment, il y a la physique, la façon dont il rebondit, tout ça. Il y a pas vraiment de sentiment de savoir-faire comme il peut y avoir sur tous les autres Terminator qu'il y a eu avant, où avant il y avait quand même un côté technique à Terminator. C'est qu'on essayait toujours de faire quelque chose de nouveau, que même si c'était pas au niveau du scénario, on essayait de le faire avec la technique, avec des plus grosses explosions, des plus grosses courses-poursuites, tout était plus gros, des nouveaux effets spéciaux pour les nouveaux Terminator. Là, tout fait cheap. On dirait qu'ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent pour ce que c'est. En 2015, Bon, allez, on a Star Wars épisode 7 quand même. 2015, il y a rien qui est sorti, c'est bien ce que tu dis, hein, ouais, il y a rien. Mission T'as de la chance que j'ai les mains prises. Il y a Mission Impossible Rogue Nation, il y a Mad Max Fury Road, les gars. Il y a Fury Road. S'il vous plaît. Il y a Chappie, quoi. Il y a Chappie, il y a Spectre aussi. Qui peut oublier Chappie? Mais non, ouais, tu peux voir quand même, non, mais en fait, c'est spéciaux à cette époque-là qui était quand même un peu mieux foutu. D'ailleurs, même le 4 Fantastique de Josh Trank, c'est pas au niveau des effets spéciaux qu'il est forcément raté. Non, mais ce qui se passe sur Terminator Genesis, c'est que c'est la première fois où on va faire appel à plusieurs sociétés d'effets visuels pour faire plusieurs séquences ou plusieurs types d'effets, ce qui n'était pas le cas des 4 films d'avant. Donc déjà, il n'y a pas d'unité visuelle d'une séquence à l'autre. D'ailleurs, tout le film, on en parlera, est juste une accumulation de petites séquences, de chapitres. Oui. Et surtout, il n'y a pas d'unité visuelle. Chaque boîte va prendre sa spécialité. Il y en a qui vont faire les décors qui vont être détruits. Il y en a d'autres qui vont prendre les effets de métal liquide, d'autres, je sais pas, les explosions ou les faux véhicules. Donc, du coup, déjà, il n'y a pas d'unité à ce niveau-là. Donc, déjà, forcément, ça donne une scène très différente. La scène 1 va être différente de la scène 2, de la scène 3, mais le rendu va pas forcément être le même. Bah oui, les Hunter Killers, ils sont pas bien faits parce que déjà tu les vois au loin.
Donc du coup, ils sont beaucoup moins texturés, ne serait-ce que par rapport aux 3 où tu avais effectivement les visions du dessus, où tu les voyais bien détaillées, tout ça. Et par rapport à ce que même l'éclairage était quand même c'était autre chose, mais aussi il y a quelque chose d'autre, c'est par rapport aux personnages numériques, c'est que en fait, même encore dans le 3, même si on commençait à avoir des personnages numériques qui commençaient à défier la gravité, ils interagissaient avec du dur, avec des véhicules existants. Donc malgré tout, t'arrivais quand même à les injecter dans une réalité tangible. Dans le 4, c'était l'inverse, c'était des vrais décors, sauf que le T800, il commençait à être ultra souple, limite à se déplacer comme un ninja à la fin dans la scène de l'usine. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à libérer la gravité avec les Terminators, à leur dire maintenant avec les images de synthèse, on peut faire ce qu'on veut, donc on peut les rendre hyper souples, les mecs se sont lâchés. Et sauf que ça marche pas vraiment. Même Cameron l'avait compris. Il a dit le T1000, je vais utiliser le numérique balbutiant pour créer de la texture avec ce personnage en métal liquide. En fait, c'était consubstantiel au personnage. Là, ils se sont dit, non, vu que ce sont des robots, on va les rendre ultra souples parce que maintenant, on peut le faire. Sauf qu'effectivement, ça fonctionne pas. Normalement, sur le papier, je pense que personne n'y pensait à l'époque, mais le concept Arnold versus Arnold, ça peut être génial, en fait. Mais tu sais, sur le papier, une bonne partie du début du film n'est pas une mauvaise idée, hein. Oui, sauf si tu le fais bien. Sauf que tu vois, s'ils avaient été vraiment plus ambitieux, t'aurais repris le générique du premier Terminator, juste en mettant Genesis en plus, et t'aurais commencé le film comme le premier Terminator, et d'un coup, tu vois le vieux Arnold qui arrive. Ouais. Pas besoin de nous rebalancer les 20 premières minutes de calories. Et là, tu te dis, mais non, mais après, comment tu veux comprendre que l'humanité, comment tu comprends à ce moment-là que l'humanité est en train de se battre pour sa survie? Contre qui déjà ils se battent comme je me rappelle plus. Skynet. Oh putain, mais ça aussi. Mais tu vois, Skydance. Skydance. Ouais. Non, mais j'imagine, en plus, les producteurs, jamais ils auraient accepté cette idée-là, tu vois, de recommencer comme le premier Terminator, parce que j'imagine les gens en train de dire, mais en fait, je suis en train de voir le premier Terminator, je me barre de la salle. Non, il faut avoir les 20 premières minutes pour te réexpliquer le contexte pour Bob de l'Arkansas qui a pas vu les 4 films d'avant, ou au contraire, pour les fans du premier, non, il faut bien que ce soit distinct du premier, même si finalement tu vas rejouer avec les images du premier, quoi. Tout ça pour dire de toute façon que dès le début, le film se tire une balle dans le pied à partir du moment où tu rejoues les images du premier film de James Cameron. En fait. Matrix Resurrections a totalement joué avec ça, en fait. J'ai même l'impression que Matrix Resurrection est limite une réponse à Terminator Genesis dans ce sens-là, où le film commence en reprenant exactement les plans de la toute première scène du film pour ensuite nous faire comprendre plus ou moins que les films qui font ça, ce sont des lâches un petit peu. Ouais, mais quand c'est le réalisateur ou la réalisatrice d'origine qui le fait, le geste est complètement différent. Voilà. Ça donne un truc super intéressant. Mais c'était quand même une critique de ce genre de film, tu vois. Et en regardant Terminator Genesis, je me suis dit, putain, Lana Wachowski a dû regarder ce film et ça a dû l'inspirer, en fait. Mais je pense que de toute façon, tout le problème de Terminator Genesis réside dans son titre, en fait. C'est-à-dire que on sait même pas ce que c'est. Voilà. C'est-à-dire que c'est un film qui, globalement, va à la fois convoquer le souvenir de la nostalgie du spectateur à Terminator 1 et 2, qui sont quand même globalement les plus grosses citations du film, pour les effacer et remplacer par autre chose dont on ne comprend pas bien l'intérêt. Et littéralement, ça se joue dès le titre, c'est-à-dire que Genesis, on t'explique, oui, en fait, Genesis, c'est Skynet qui a changé de nom. Et moi, la question fondamentale qui m'anime là-dessus, c'est pourquoi ? Pourquoi, à un moment donné, Skynet ne s'appelle juste pas Skynet ? Quel est l'intérêt de le rebaptiser Genesis pour juste faire enfin, tu vois, il y a un truc. En vrai, Terminator Skynet, ça aurait été un très bon titre de film quand tu réfléchis, quoi. Terminator et là, Skynet, ça donne envie aux gens d'aller voir, quoi. Tu vois le déroulé, tu vois le truc, et en fait, t'as tout un truc avec, souviens-toi, Genesis c'est Skynet, souviens-toi, Genesis c'est Skynet. D'accord, mais quel est l'intérêt pour Skynet de camoufler son propre... Enfin, je veux dire, il y a un truc... Non, mais il y a rien qui va. Ça n'a aucun sens. Si Skynet s'était appelé Susudio, ça aurait été mieux, tu vois. Voilà, c'est ça. Et globalement, voilà, je trouve que ça résume bien le truc. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, ouais, on va à la fois convoquer l'ancien et faire du nouveau et faire table rase du truc pour rien. Enfin, c'est-à-dire que sans rien apporter de plus, sans rien proposer de plus. Et voilà, et tout est à peu près à ce niveau-là. Et
le piège, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que à force de convoquer les images et le souvenir des premiers Terminator, le film ne cesse de te rappeler, ah oui, tu te souviens, c'est comme Terminator, on va faire pareil, mais en moins bien. Et c'est ce qui prédomine pendant une grande partie du film, quoi. Bah, c'est un film qu'en gros, les Member Berries de South Park, c'est clairement aussi une référence à ça, je pense. Le fait, tu te rappelles, c'est du nostalgia porn, comme on dit. En fait, c'est ça. Il y a même un manque de logique, c'est-à-dire que le début, ensuite, commence comme le premier Terminator. Le premier Terminator qui arrive, qui est détruit par l'autre Terminator joué par Arnold. Ensuite, il y a Kyle Reese qui arrive, et d'un coup, il y a un T-1000 qui arrive. Oui. Je me suis dit, attends, le T-1000, il était déjà mis au point à ce moment-là de la timeline. Bon, on va te dire, non, mais tout a été perturbé, on fait ce qu'on veut. Et en fait, le film commence, t'es déjà 25 minutes, et t'as un surplus d'informations, et des informations qui sont pas cohérentes, en fait. Et puis, qui vont être balayés en fait très vite, c'est-à-dire que l'intérêt d'apporter le T-1000, alors moi je suis très content de voir les Bionions, je suis toujours content, voilà, mais c'est le seul là, qui est pas mal en vrai dans tout le film. En même temps, on lui demande de quasiment pas prononcer de dialogue et d'avoir l'air méchant. Donc il le fait bien, il le fait bien, je trouve. Il le fait très bien. C'est pas Robert Patrick non plus, mais voilà. Mais il est bien. Mais voilà, il est bien dans ce qu'on lui demande de faire. Moi, je suis toujours content de le voir, peu importe le film. Mais le truc, c'est effectivement ramener ce surplus de trucs pour que, effectivement, littéralement 20 minutes après, on s'en débarrasse et qu'on parte sur encore autre chose. Voilà, quel est l'intérêt, si ce n'est de mettre un T-1000 parce que t'as coché une case sur ton fichier Excel. Il apporte quoi l'histoire concrètement là dans ce truc? Il apporte rien. Et c'est un peu comme ça tout le temps. Et c'est ce qui engendre le syndrome dont parlait Fabien au début. C'est que du coup le film est sans arrêt, presque forcé par lui-même de faire de l'exposition parce que toutes les 20 minutes il va te resetter le concept dont il est en train de te parler pour t'en présenter quelqu'un à nouveau en fait. Tes vêtements, vite. Je t'emmerde, va te faire foutre. Tu n'auras pas besoin de vêtements. Il y avait longtemps que je t'attendais. Donc, le T-800 se téléporte dans le passé avant que John ne puisse l'atteindre, malgré la défaite de Skynet. Voilà, il est plus jeune, on voit Arnold plus jeune. Je fais vite parce qu'on a tout survolé. Un T-800 plus âgé arrive et se bat contre lui. Il aurait pu ramener autre chose qu'un fusil à pompe. Je sais que c'est pour faire une diversion, mais... Et qui a pas un look des années 80 non plus, hein. Qui Arnold? Oui, c'est vrai. Vieil Arnold. Ouais, non, ouais. Il est pas habillé. Ah bah non, il avait déjà le look en cuir, mais avec en plus un hoodies. Alors, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas très années 80. Bah non. Ouais. Il aurait dû avoir une coupe mulet. Et voilà, il aurait dû avoir une coupe mulet ou un brushing. Tu vois, c'est ça le vrai drame. Ouais, par exemple, Emilia Clarke, c'est quoi cette coupe de cheveux? Essaie de faire un truc plus fluffy, quoi. Voilà. C'est ça. Tu prends Sarah Connor dans les années 80, elle a plus de brushing. Bien qu'elle a une queue de cheval pendant tout le film, hein, si je me trompe pas. Comme dans T2. Ouais. On la voit pas jamais sans sa queue de cheval. Si, quand elle se déshabille. Ah, quand elle se déshabille, qui se rapproche. Ça, on en reparlera, ça. On n'est pas obligé. Non. On n'est pas toujours pas obligé, c'est vrai. Kyle Reese est lui aussi envoyé dans le passé parce qu'il veut mourir pour Sarah Connor. Il a la photo d'elle, la fameuse. C'est en train de devenir comme la photo de Laura Palmer, tu vois. C'est le truc vraiment qui hante toute la saga. Et ça vous fait quoi de voir l'autre côté du premier film, mais du point de vue du futur, où on voit donc le voyage dans le temps tel que on le voit enfin, en fait. On voit toujours comment ils arrivent, mais on voit jamais comment ils partent, en fait. En fait, on l'avait déjà vu d'une certaine manière dans Terminator 2 3D, si on avait fait l'attraction. Oui. Mais bon, c'est pas le cas ici. En fait, moi, ça m'aurait intéressé si ça ne renvoyait pas au film de 84, en fait. J'aurais bien voulu qu'ils bâtissent un univers complètement différent plutôt que de nous montrer finalement cette espèce de retcon du premier film en nous montrant le contre-champ de ce qui se passe dans le futur. Bon, encore une fois, pour moi, ça résonne pas du tout avec ce qui est censé se passer dans le premier film. Moi, je le trouve ultra relax, hein, Kyle Reese, hein. Pour le mec qui va devenir le Michael Bean super angoissé, stressé, dépressif, qui mange des rats limite, qui mange des rats, voilà, voilà. Il a l'air sec, hein, dans le premier film. Bah oui. Kyle Reese. Ah bah là il fait 20 kilos de muscle de plus, hein. Mais non, mais là on dirait qu'il va faire de l'UFC, quoi, tu vois. Ça, ouais, c'est ça. Alors c'est marrant de voir la machine qui évoque un peu la Stargate avec Kurt Russell. Bon, Sliders.
Ouais, ça témoigne du manque d'imagination assez quand même flagrant qui traverse un peu tout le film. En fait, c'est le seul truc, c'est pareil, il l'utilise en fait pour introduire les souvenirs émergents de Kyle Reese pendant qu'il traverse. C'est-à-dire qu'il se souvient de choses qu'il n'a pas vécues pour montrer que les timelines c'est nul, est altéré. On dirait une pub pour l'iPad, quoi. C'est vraiment. Les scènes sont catastrophiques et en fait là c'est pareil, c'est un truc dont quand tu suis un peu le truc, tu comprends assez vite le machin, et ils vont te laisser lanciner ça pendant 40 minutes avant de te le réexpliquer, et littéralement t'as cette scène où t'as Arnold Schwarzenegger qui va se tourner et qui va t'expliquer oui non mais en fait c'est normal parce que du coup ça fait ça fait et je crois que Terminator ne fonctionne jamais aussi bien que quand il ne cherche pas à expliquer son univers, parce exactement. Il devrait pas être tout le temps en train de raconter sa vie à longueur de temps, c'est le Terminator, quoi. Et tu vois, James Cameron, si sur Terminator 1, il avait fait un laïus de 15 minutes pour t'expliquer en quoi c'est logique que Kyle Reese soit le père de John Connor, qu'il a pourtant rencontré dans le futur avant même qu'il existe. On s'en fout, tu vois, on l'accepte très bien. Tu nous emballes ça effectivement dans une histoire romantique, dans un truc. On accepte que ça puisse se produire, mais à partir du moment où tu commences à nous l'expliquer littéralement face caméra, parce qu'en fait à ce moment-là, Schwarzenegger il se tourne littéralement vers le spectateur pour dire non mais en fait machin, voilà, ça tient plus debout, ça marche plus. Et c'est pareil, tu vois, Cameron qui s'amuse à expliquer 30 ans après, oui non mais pourquoi la planche dans Titanic, en fait ça tient. On s'en fout. C'est voilà, vraiment on s'en fout en fait. En fait à ce stade-là, c'est déjà compliqué pour le spectateur de se mettre dans le film parce que le film ne fait que redémarrer. On commence par la séquence dans le futur, scène de voyage dans le temps, puis ensuite on redémarre avec la scène. On dirait The Sarah Connors Chronicle en fait, où il y a 2 voyages dans le temps dans le pilote ou un truc comme ça, et c'est vrai que je me suis dit en regardant le pilote, je m'étais dit mais attends, pourquoi il y a autant de voyages dans le temps, et ils font exactement la même chose dans Genesis, mais je me dis bon, c'est une série donc c'est logique de démarrer avec un truc qui est différent des autres films. Mais eux, ils font exactement la même chose. Non, mais c'est pas pour rien que dans le premier, Cameron avait quand même renoncé à l'idée de 2 Terminators successifs qui venaient attaquer Sarah Connor. C'est que t'as besoin quand même le terme c'est streamline, quoi, de vraiment d'épurer ton récit. Là, on est sur ces espèces de redémarrage constant. Et quand même, je me dis, en une demi-heure, on s'est bouffé la guerre du futur, 2 déplacements temporels et 3 Terminators quand même. Ouais. Et surtout aussi une inversion de caractère, Sarah Connor qui elle lui dit viens avec moi si tu veux vivre, quoi. Et en plus tu te fais chier pendant tout le temps, quoi. Et ça parce que ça ne démarre jamais. Voilà. Ça ne démarre jamais, ouais. Et ça capitalise aussi sur des images que tu as déjà vues et sur des personnages que tu as déjà vus et sur des types d'effets que tu as déjà vus. C'est le même effet que le premier Alien versus Predator, qui en fait, littéralement, l'affiche c'est Alien versus Predator avec un Alien, un Predator, où les Aliens Predator arrivent au bout de 50 minutes de film. C'est vrai. Mais peu importe qui gagne, on perd. Exactement. Mais oui. C'était un des même meilleurs la tagline est trahie. La meilleure tagline, en vrai. La tagline est géniale. Par contre, le film trahit la tagline parce qu'en fait, littéralement, il y a un gentil et un méchant dans l'histoire. Donc, elle n'a aucun sens au final. Donc ouais, on a vraiment toute une redite avec les punks et tout. On a la totale, quoi. Qui même eux ne ressemblent pas du tout à Bill Paxton et compagnie. Ouais, je me suis dit Paxton, pourquoi Arnold Schwarzenegger agresse Green Day en fait. Je me suis dit c'est quand même c'est méchant, quoi. Donc les 2 Arnold se battent pour le titre de meilleur Arnold et Sarah Connor snipe le méchant Arnold. Et là, le thème est tellement réutilisé là à ce moment-là, le tout. Ah, ça n'arrête pas, quoi. Et il fait le pouce. Il fait le pouce, bien sûr. Tiens, parlons d'Arnold. Qu'est-ce que vous pensez d'Arnold dans ce film ? Est-ce que vous trouvez qu'il est classique Arnold, qui fait toujours la même chose, ou il est en pilote automatique, ou il est en forme ? Ah bah, il est en forme, mais quand même un peu en pilote automatique aussi. Hein. Tu sens que voilà, je crois que encore une fois, c'est le faire à ce point parler et lui donner une telle logorée pendant tout le film. C'est pas comme ça que, littéralement, c'est pas comme ça que tu utilises Arnold Schwarzenegger, quoi. C'est pas parce que le Terminator a des clés de ce qui se passe que tu dois forcément lui faire réciter tout le scénario, tu vois. Même dans le 3, il parlait déjà pas mal, mais il disait juste les éléments qui permettaient de faire avancer l'intrigue et essentiel finalement à John Connor et à Kate, en fait, hein. Mais ça s'arrêtait là, puisque finalement le personnage mentait beaucoup et leur cachait toute une partie de la vérité. Là, c'est littéralement lui
qui t'explique tout, mais même il va t'expliquer des choses qu'il est même pas censé savoir, quoi. Genre le gars, il a presque une seconde vision. C'est devenu ChatGPT. Dès que tu lui poses une question, il te sort un paragraphe, quoi. Enfin, après peut-être qu'il t'avait vu l'avenir, hein, grâce à ça, mais au final, c'est plus un ChatGPT qu'un Terminator. Là. Non, mais bon, à partir du moment où on me dit que le Terminator est capable de fabriquer une machine à voyager dans le temps de poche. Il y a un problème là je me dis à partir de quel moment avec des boîtes de conserve, voilà, le T800 que j'ai vu piloter un camtar 10 minutes plus tôt peut fabriquer une chambre quantique. Dans ce cas-là, ils peuvent le faire dans le futur, tu vois. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, le T1000 peut le faire. À ce moment-là, tous les Terminators peuvent faire des trucs comme ça, quoi. Et pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent, en fait? Bah oui. Oui, pourquoi? Il pourrait très tout simplement avoir un truc de poche. Bon, après, c'est vrai qu'il serait obligé de le reconstruire à chaque fois, mais ça a pas l'air très compliqué non plus, hein. Non, mais surtout qu'en plus, derrière, l'un des enjeux du film, c'est le méchant John Connor qui galère à faire construire sa machine à remonter dans le temps. C'est vrai. Tu vois, enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'autre, il est dans les égouts, puis voilà, il a mis 2 boîtes de conserve. Oh, tiens, c'est Iron Man, quoi. Donc oui, il y a rien qui tient debout, quoi. Viens avec moi si tu veux vivre. Kyle Reese se retrouve nez à nez avec le T1000 qui est toujours flic. Ça, par exemple, pourquoi est-ce qu'il est flic, le T1000? Parce que dans le 2, il apparaît juste à côté d'un flic. Oui, mais là, il y a aucune logique. Il y a pas de logique pour laquelle il est habillé en flic. Il y a rien. Bah si, parce que comme ça, tu fais lien avec le 2, sinon tu l'aurais pas fait. Bah non, voilà. C'est ça. Non, c'est juste qu'ils se sont dit, pour le public, pour Bob de l'Arkansas. Il y a un moment où il court. Le T1000, oui, mais vite fait, quoi. Mais le T1000, c'est un mec. À ce moment-là, tu mets une scène où il court, t'es pas obligé d'avoir la tenue, tu le reconnais parce qu'il court comme ça, quoi. Non, mais c'est que tu penses pas à ton personnage. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, ça n'a aucun sens qu'il soit flic, en fait. Là, ils se sont dit, dans l'inconscient collectif, le Terminator, le T800, c'est les lunettes noires. Le T1000, c'est l'habit de flic. C'est l'habit de flic. Voilà. Quoi. De motard. Ouais. Bon. À motard. J'ai lu des meilleurs fanfics, hein, entre nous, franchement. Bah là, on en est à ce niveau-là, quoi. Ah, mais en moins bien. C'est complètement une fanfic avec du budget, et encore, tu sais pas où est parti le budget, quoi. Je suis méchant, hein, je suis désolé, mais là, excusez-moi, mais il y a des films où je vais pas faire semblant de les aimer. Hein. Bah, en même temps, le film te laisse aucune pitié. En même non, temps, voilà. Le film t'aide pas, hein. Ils refont la scène de Kyle poursuivi par la police dans le magasin de prêt-à-porter. Sarah débarque et elle dit la phrase culte, viens avec moi si tu veux Dracarys, bien sûr. En défonçant. Il est pas très efficace, ce T1000, hein, d'ailleurs. On le voit pas longtemps. J'aime bien quand il se cache dans le miroir. Oui, ça c'est pas trop mal, ouais. Ouais, ça c'est une bonne idée. Oui, c'est ce que le T1000 ferait, tu vois. Ça, ouais, voilà. Mais à partir de quel moment le T1000 peut se planquer dans du verre? Mais il peut se planquer dans le sol. Ouais, je sais pas. Tu te rappelles pas dans le sol? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il peut se planquer dans le sol. Si, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, il camouflage, au contraire. Polyalliage mimétique, quoi. Voilà. Bon. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça un peu débile, quand même. Dans le sol, ça marchait parce que ça donnait une scène flippante, quoi. Mais là, je trouve ça un peu stupide, quoi. Bah, là, c'est un peu gratuit parce qu'effectivement, il se planque pour attaquer les mecs la seconde d'après. Ouais, c'est ça. Et tu sais pas, enfin, le pourquoi il s'est planqué au début. Bon, mais visuellement, je trouve l'idée marrante, quoi. Ouais, voilà. C'est pas mal, ouais. On dirait un petit peu qu'ils ont fait le tour de la boîte de prod et ils ont demandé à chacun de mettre une idée dans un chapeau. Et allez, celle-là, bon, tiens, t'es mis le miroir. Allez hop, on la met sur le tableau, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça, je pense. Vraiment, quoi. Comment va-t-il? Il respire. Tant mieux. Tu devrais pouvoir t'accoupler avec Kyle Reese dans cette temporalité. Je t'ai dit au moins 100 fois que je voulais plus qu'on parle de ça. Nous savons que votre fils sera John Connor et que les machines ne peuvent être vaincues sans lui. Il n'y a aucun choix à faire. L'histoire de ma vie. Écoute, il s'agit pas que de s'accoupler, je dois tomber amoureuse de lui aussi. Je n'ai aucune donnée sur l'amour. Je suis très étonnée. Donc le T800 s'appelle Pops et sa peau a juste vieilli avec le temps. Ça va, c'est expliqué dans les 2 premiers, donc c'est pas non plus choquant. Apparemment, c'est Cameron qui a trouvé cette idée. Bah c'est vrai, c'est expliqué dans le film. Donc là, pour le coup, le fait qu'il soit fait de tissu vivant, bon bah logiquement, il doit vieillir. Il vieillit, mais en même temps, ça se régénère et ça laisse aucune cicatrice. Ça régénère, ouais. Et même quand il se transforme lui-même en T1000 à la toute fin du film, il garde son look de vieux. C'est l'adamantium plus, quoi. Ouais. Bizarre. Ne vous posez pas trop de questions. Tu vois, faut pas. Donc il a été reprogrammé et envoyé à Sarah quand elle était enfant après la mort de ses parents causée par Skynet. Arnold est vieux, il n'est pas obsolète. Voilà. Message complètement inverse du 3e film où il disait clairement qu'il était obsolète. Oui.
Et là, il dit non, finalement, Pops Non, c'est de mais la résistance. ça, c'est un message méta pour dire que Arnold n'est pas obsolète. Voilà, il est juste vieux. De toute façon, c'est ça, mais c'est le film qui devait quand même signer le grand retour d'Arnold aussi, c'est-à-dire qu'il avait fait des films, des choses comme ça, mais entre-temps, aucun n'avait cette espèce d'ambition à ce point affichée, justement, de remettre Arnold avec son nom en géant sur l'affiche, ouais. Voilà. Ouais, c'était ça aussi l'ambition. Effectivement, le mantra est là aussi répété plusieurs fois. Je crois qu'il le dit 4 fois en tout. Old but not obsolete. Donc c'était aussi ça, voilà, l'enjeu derrière. Voilà, le comeback. Le comeback, on sait jamais sur un malentendu, quoi. Bon, ça a pas vraiment marché, hein. On peut pas dire que Arnold soit redevenu la star qu'il était dans les années 80-90, hein, et ce sera jamais le cas, à moins que d'un seul coup, on sait pas, Paul Thomas Anderson, il vient le voir. Non, mais je pense que c'était un effet de com pour permettre aux spectateurs de revivre cette période où, quand t'allais au cinéma voir les films de Schwarzenegger, t'avais son nom en géant sur l'affiche, tu vois. Là, je pense qu'il y avait une espèce d'opération de com en disant, c'est Schwarzenegger avec son nom en géant sur l'affiche et c'est un film Terminator. Et en même temps, les noms des autres acteurs sont pas assez connus pour être en géant sur l'affiche, donc c'est logique que ce soit Arnold aussi, quoi. Le T-1000 sort de son pare-brise avec style et saute au ralenti, parce qu'il y a pas mal de petits ralentis par moment. Le ralenti accéléré. Ouais, le ralenti accéléré. Je suis pas un grand fan de ça dans la plupart des films. C'est très laid en fait comme effet. Surtout que Cameron utilisait le ralenti à merveille dans les 2 premiers. C'était essentiellement utilisé dès qu'il y avait un Terminator qui arrivait dans la pièce, tu vois. Il arrivait au ralenti et tout, mais voilà. Le truc, c'est qu'effectivement Cameron les utilisait de façon sporadique, à des moments vraiment clés identifiés, et on était sur du pur ralenti, presque à l'effet à la Eisenstein, etc. Voilà. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment justement plus dans une approche on va dire limite de gain de temps, c'est-à-dire on a mis un ralenti parce qu'on sait que c'est stylé, mais on va accélérer derrière parce qu'il faut quand même qu'on avance pépère. Et c'est vrai que les intentions de mise en scène fonctionnent vraiment pas du tout à ce niveau-là, quoi. Et encore dans Matrix, quand il y avait des effets de mise en scène comme ça, le bullet time ou le ralenti accéléré, c'est parce que ça se passait dans la simulation informatique. En fait. Donc c'était logique. Il y avait une logique dramaturgique, esthétique. C'est pas comme si tu avais les scènes dans le monde réel où d'un coup tu voyais les sentinelles qui sautaient dessus au ralenti. Voilà. Ça n'a aucun sens. Et ça vieillit les films, quoi. Ça les date. Non, et clairement, quoi. En fait, ils ont tous essayé de copier Matrix, sauf que Matrix était justifié dans le scénario. Oui, parce que c'était pensé. Voilà, c'est ça la grande différence, quoi. Tu peux pas avoir des moments comme ça dans un Terminator. T'en as quoi? T'en as 2-3 dans le film. Et tu te dis, est-ce qu'on avait besoin d'avoir ces moments-là dans le film, quoi? Non, pas du tout. Et surtout qu'encore une fois, un Terminator, c'est censé avoir du poids. Là, les trucs, ils sont complètement aériens, ils sont désincarnés. Voilà, les frères jumeaux dans Matrix Reloaded, c'est pas pour rien qu'ils sont spectraux. Hein. C'est expliqué parce que aussi, ce sont des programmes informatiques, en fait. C'est des fantômes. Exactement. Il a l'air vieux. J'avais jamais vu un Terminator devenir vieux. La chair qu'ils mettent sur les cyborgs, c'est du tissu humain normal alors. Ça vieillit aussi. Mes circuits auditifs ne sont cependant pas détériorés. Je suis vieux. Pas obsolète. Calry se bat contre un T-800 parce que franchement, il faut de l'action tout le temps non-stop, et quand on s'arrête, c'est pour faire de l'exposition pendant 5 minutes, et ensuite on refait une scène d'action pendant 5 minutes, et ensuite on refait de l'exposition. T'as vraiment l'impression que ça a été soit écrit par 5 personnes différentes, ce qui apparemment n'est pas le cas, soit c'est tourné comme des sortes de courts-métrages, ou alors ils avaient déjà vu à l'avance qu'on regarderait les scènes sur YouTube pendant 5 minutes et qu'on regarderait pas le reste, quoi. Non, mais c'est vraiment des mini-épisodes séparés par des séquences de voyage dans le temps. Voilà. Il y a des petits moments par-ci par-là. Je vais dire un peu de bien. Par exemple, Sarah qui doit choisir entre les 2 Kyle Reese, elle vise le pied d'un des Kyle Reese. Ça, c'est un truc que Sarah Connor aurait fait. C'est pas voilà. Clairement. Et moi, j'aime bien juste après quand elle tire dans le plafonnier qui libère des jets d'acide. Ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Ils nous ont montré juste avant que c'était de l'acide parce qu'elle se brûlait un petit peu. Tu vois, il fallait quand même nous le montrer. Il faut expliquer quand même. Ah oui, les gens vont pas comprendre. C'est que c'est du Pepsi Cola qui tue le T-1000, quoi. Et Arnold a donc construit une machine à voyager dans le temps tout seul dans sa cave. Et Kyle a des visions pendant tout ce temps, donc il décide de partir en 2017 parce qu'il a des visions. Donc voilà. C'est ça. Il voit des choses. Et il y a la scène où ils se préparent à voyager dans le temps tous les deux.
Ouais, il se fait des petites confessions là, genre, tu sais Sarah, C'était tellement simple dans le premier, c'était juste deux belles personnes qui sont en panique, qui se retrouvent enfermées dans une pièce ensemble. Et il y a une c'était simple. Alors tu vois, c'est à partir du 3 où le Terminator, le T800 ou T850 dans le 3, devient une agence matrimoniale. C'est-à-dire que c'est lui qui dit à John et à Kate, vous allez vous marier, unissez-vous. And now you kiss. Voilà. Et là, elle lui dit, est-ce que tu t'es accouplé avec Kyle Reese ou est-ce que tu comptes t'accoupler avec Kyle Reese? Did you breed? Il dit ça pendant tout le film. Et c'est vrai que la romance, elle est plus du tout spontanée. Non. Mais c'est ça qui devrait être intéressant. Mais le problème, c'est qu'on nous l'a déjà fait dans le 3 un petit peu, le côté, tu vas être la femme de John Connor. Et c'est la même chose. Et là, on nous reprend un peu exactement le même concept. Donc c'est pas, ouais. Dans le premier, c'est le Terminator qui est responsable aussi de leur rencontre. Sauf que tout est une question d'urgence. En fait, ils se rapprochent parce que chacun prouve sa valeur à l'autre. Là, ils verbalisent leur relation avant de l'amorcer, en fait. Et je pense que c'est un des pires trucs en matière de romance, quoi. Surtout qu'ils sont déjà en plus en train de se foutre à poil tous les deux. Tu sais, Sarah, dans le futur, c'est pas facile et tout. Ouais, mais tu sais, Kyle, je t'explique, machin, pas pop, c'est tout. Il m'a expliqué. Donc, ils atterrissent en plein milieu de l'autoroute. Sarah raconte la mort de ses parents à la main d'un T-1000. Attends, t'as vu quand ils atterrissent dans l'autoroute, ils se font quand même percuter de plein fouet par une bagnole. Oui. Les corps roulent. Alors déjà, c'est... Et pas une égratignure. Ils ont pas une égratignure. En plus, c'est tourné de manière à ce que tu vois pas les parties intimes des acteurs. Oui. Et tu te dis, mais en fait, Kyle Reese, t'as le mec, il est bâti comme un Terminator et il a la résistance physique d'un Terminator, en fait. Et d'ailleurs, à ce moment-là, à nouveau, la façon dont il est percuté par la voiture, la physique et son corps réagit de la même façon que le Terminator est percuté au début du film. Enfin, il y a vraiment Exactement. un truc, c'est traité de la même façon. Tout l'aspect, justement, de fragilité contre l'indestructible Terminator, tout ça fonctionne plus du tout. Enfin, tu vois qu'on est vraiment en pilote automatique, quoi. Genesis est un système d'exploitation. Il sert à quoi? Genesis sait tout faire. Mon portable sera connecté à ma tablette, connecté à mon PC, à ma voiture. Toute ma vie sera uploadée online 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Omniconnecté. J.K. Simmons est dans ce film. Voilà, alors, je tenais à le dire. Il a improvisé presque tous ses dialogues et il a accepté le rôle parce que sa fille est fan de Jay Courtney. Alors, pour J.K. Simmons, il est super dedans. Et à mon sens, c'est là le vrai raté de Genesis, c'est que l'histoire que j'aurais voulu qu'on raconte, c'était son histoire à lui, en fait. Mais oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ça aurait été vachement mieux. Ouais. En fait, le point de vue qui aurait été génial, parce que quitte à faire justement des multiples voyages dans le temps comme ils font là, etc. Adopter ce point de vue du flic qui survit à l'attaque du T-1000 en 1984. Ouais. Voilà. Alors, c'est évidemment une transposition du personnage du psychiatre dans Terminator 1, 1, 2 et même dans le 3. Je crois que tu retrouves aussi le psychiatre, c'est ça? C'est Silverman, ouais. Voilà. C'est le même personnage mais transposé différemment, mais là avec un axe différent, c'est-à-dire que le côté enquête, le côté le mec qui bascule dans l'alcoolisme, etc. Enfin, tout ça, j'aurais voulu qu'on me le raconte, en fait. Tu vois, c'est vraiment cette histoire-là. Là, il y avait un angle super avec un acteur super dans un rôle taillé pour lui. Et en fait, c'est à peine exploité. Le personnage sort du récit sans véritable conclusion. Enfin, il est littéralement éjecté du récit. C'est-à-dire qu'il part en hélicoptère, on le revoit plus. C'est vrai. Et tu vois, voilà. Et moi, l'histoire, elle était là, en fait. L'histoire, l'idée, enfin, à mon sens, l'idée et justement l'ancrage humain, peut-être, qui nous manque complètement là, avec comme on l'a dit, avec ces relations qui verbalisent à outrance. Bah, en fait, il était dans ce personnage-là. Et quel gâchis, quoi. C'est vrai que ça aurait été une perspective intéressante parce que quand tu regardes les précédents films, ils ont déjà presque tenté de le faire, effectivement, avec le Dr. Silverman. Mais moi, je me souviens dans Terminator 2 où il montre à Sarah les photos du Terminator de 84 mis en perspective avec les photos du Terminator de 91. Et tu dis, en fait, il y a vraiment un truc à raconter du point de vue du civil, que ce soit effectivement le journaliste, un journaliste ou un flic. C'est vrai que ça donnerait une histoire carrément intéressante. Et là, tu changes complètement. Même Dyson aussi. Ou même Dyson. On va en revenir parce que la famille Dyson, elle est un peu problématique dans ce film. Là aussi, il y a une grosse
incohérences, je trouve, mais on y reviendra. Mais c'est vrai que, ouais, comme disait Stéphane, le personnage de J.K. Simmons, surtout quand tu le vois jeune, et puis si tu le vois 30 ans plus tard, t'aurais pu faire tout un truc sur la théorie du complot, sur un personnage complètement obsessionnel qui se dit, mais est-ce que je suis taré? Est-ce que j'ai vraiment vu ces machines? Mais en fait, si elles sont là, j'ai les preuves que, et tout repose sur le lambda, en fait, d'une certaine manière. Et ça aurait été excellent. Et ça aurait permis de décentrer le film, que toujours revenir sur la famille Connor, / Reese, encore une fois. Donc Genesis, c'est une app / réseau social / Apple / Google, c'est vraiment fourre-tout, quoi. / système d'exploitation, on te dit. Ouais, voilà, c'est vraiment tout, en gros. Il est censé y avoir un message là-dedans, qu'on est tous sur nos téléphones et qu'on dépend tous de la technologie, mais au final, c'est vraiment, c'est superficiel, quoi. C'est pas traité du tout. Non, pas du tout. Pas traité. Ils ont pas essayé. Ils sont vraiment. Ils ont même pas. Voilà, c'est le cliché. C'est limite le cliché un petit peu. On fait du Black Mirror, mais en fait, on n'en fait pas, quoi, tu vois. Ouais, il n'y a jamais de plan sur la zombification des humains. On voit jamais les gens tous ensemble avec leur portable. On voit juste je crois que c'est une chercheuse ou une docteure ou quelque chose comme ça qui passe avec un téléphone, mais sinon. C'est vite fait, hein. C'est effectivement, t'as quelques plans, effectivement, dans l'hôpital où tu vois les patients et les médecins et tout sur leur téléphone, etc. Mais le vrai truc, c'est qu'effectivement, au-delà de ça, finalement, le fait que Genesis soit arrêté on ne voit aucun impact sur la société telle qu'elle est construite dans ce futur alternatif, en fait. C'est-à-dire que littéralement le fait que Genesis soit là ou pas là, on a la sensation que ça a vraiment zéro impact pour les gens, et du coup toute tentative d'en faire un discours ou même un regard critique, quoi que ce soit, c'est nul et non avenu, en fait. C'est là, c'est pas là, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, on dirait la sortie d'un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Le prochain GTA ou le prochain Zelda sur la Switch, tu vois. C'est pas plus événementiel que ça, en fait. Ouais, il y a un enfant qui parle et tout, c'est assez creepy comme. Ouais, alors le coup de l'intelligence artificielle incarnée par un enfant et tout le monde est là, waouh, ça a l'air trop bien, et tu fais non, si ça sortait dans le monde. J'achète pas ça, moi. Ouais, non. J'achète pas ça. John Connor est de retour, voilà, c'est un des pires twists pour moi que j'ai pu faire dans l'histoire de la saga, de prendre John Connor et de le transformer en Skynet, en gros, tout simplement. Qui est même pas un twist, hein, parce que tu le vois dès le début quand Kyle il se fait attaquer, et tu vois un truc, l'espèce de forme rouge là qui le contamine. Tu fais c'est bon, on a pigé, quoi. Mais c'est même pas un gros twist. C'est vrai que ça aurait pu justement être le même genre de twist que dans Terminator 2 où le T-800 est en fait le gentil et tout. Il y avait moyen de faire un vrai twist, mais là non, ça tombe à plat. Et c'était vanté dans la bande-annonce aussi, hein. En plus, bon. Et moi, ma question, elle est toujours la même. Pourquoi? Parce que là, visiblement, sous les traits de Matt Smith, Skynet a la machine d'infiltration parfaite. Hein, c'est toujours le problème de Terminator. Moi, ça me fait rire. Pour infiltrer la société américaine, on prend un Autrichien avec un accent au couteau qui mesure 2 mètres et qui prend environ la place d'un 3 mètres cubes. Et fais-moi croire que c'est de l'infiltration. Le mec, tu vois que lui quand il est dans la pièce. Donc là, avec Matt Smith, ils arrivent à infiltrer les rangs de la résistance humaine, ils arrivent à approcher John Connor. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que finalement, il se fait chier avec le voyage dans le temps? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas contaminé John Connor avant pour simplement tuer la résistance dans l'œuf et s'épargner toutes ces emmerdes derrière, quoi. Une fois que John Connor est contaminé, de toute façon, t'as gagné. C'est fini. Bah oui, c'est ça. Il est où le plan? Parce que justement, c'est ça le truc. Pourquoi je comprends pas. Ouais, il y a rien qui tient debout. Ouais. Pourquoi parce que Matt Smith, littéralement, en plus, il y a une scène qui nous montre ce qui se passe après le départ de Kyle dans le passé, où on nous montre effectivement que tous les hommes de John sont morts, que John est contaminé, que Matt Smith, qui donc est Skynet, est en vie et se tient debout devant lui. Ok. À ce moment-là, c'est quoi ton problème? T'as gagné finalement la guerre contre les humains. Vis ta vie, quoi. Tu vois, je ne comprends pas je ne comprends pas la suite du film après ça, quoi. Alors moi, je sais pourquoi ils ont choisi d'avoir Arnold pour faire les Terminator. C'est parce que les Terminator, ils ont aucun charisme quand ils conduisent les camionnettes et qu'ils ont besoin d'un mec qui envoie parce qu'il ressemble à rien quand il conduit, quoi. Mais surtout que outre tout ce que tu viens de dire, on nous fait comprendre que John Connor a développé cette machine avec le fils de Dyson. Et là, je me dis, mais ils sont pas censés se connaître déjà, et que la dernière fois qu'ils sont vus, ça s'est quand même pas très bien passé. Ouais, c'est vrai que ils ont peut-être des souvenirs un peu douloureux. Attends, normalement. parce que tout est un paradoxe, donc je sais pas si Dyson se souviendrait de John Connor et tout. C'est tellement un bordel. J'aimerais bien voir. Tu vois, pour le prochain, on va essayer de voir la timeline. Ouais, voilà, la vraie timeline de Terminator. On va essayer de. J'ai déjà mal à la tête. Hein. Voilà. De toute façon, tu viens juste pour
pour voir mon chat, hein, donc tu viens pas. Ah oui, bien sûr. Voilà. Vous avez des tas de choses à expliquer. À commencer par qui vous êtes. Aucune trace de vos empreintes dans nos fichiers. Reconnaissance faciale 0, pas de permis de conduire, pas de passeport, rien non plus sur les réseaux sociaux, aucune carte de crédit et pas de carte d'étudiant. Et alors, c'est impossible. Vous avez disparu de la circulation au point d'arriver à ne plus exister. Arnold arrive avec un gros nounours et tire sur John, qui est donc fait de nanotechnologie. Ouais, super. Déjà, pourquoi est-ce que Skynet est incarné par quelqu'un ? Déjà pourquoi c'est Matt Smith et pourquoi est-ce qu'on le voit dans 2 ou 3 scènes rapidement et qu'au final il n'y avait pas vraiment besoin qu'il y ait Matt Smith dans le film, quoi. C'était déjà pas une bonne idée sur Terminator Salvation de nous montrer Helena Bonham Carter dans le rôle de Skynet. Ça, ouais. Et encore, ça restait juste au stade de l'écran qui t'expliquait des choses, mais là on te dit en fait il est capable de s'incarner physiquement dans une machine qui peut contaminer les gens et les humains. Pour moi, Skynet, la logique, ce serait que ce soit vraiment tout un peu connecté entre elles, quoi. Tu vois, c'est pas vraiment. Dans Matrix, quand Neo va parler aux machines, c'est une tête qui apparaît, mais composée de plein de machines différentes. Tu vois, c'est un tout en fait. Bien sûr. C'est pas juste. Non, c'est une conscience globalisée. Voilà, c'est ça. Ça marche bien, tu comprends. Ça marche très bien, mais je ressens pas ça du tout avec Matt Smith qui en plus, Matt Smith. C'est un acteur qui, à chaque fois qu'il est dans un film, c'est une horreur, quoi. C'est un très bon acteur de série télé, mais qui reste loin d'Hollywood. J'ai envie de lui dire. Là, très clairement, je pense que il joue comme un cochon parce que c'est globalement, j'ai l'impression quand même l'état d'esprit général de la direction des comédiens dans pas mal d'aspects de ce film-là, quoi. Et je pense qu'il est pas dirigé. Et puis on a dit fais le méchant, voilà. Donc il fait Matt Smith méchant, quoi. Et il s'appelle Matthew Smith dans le film en plus. Ah oui, il avait encore le. Ah oui, il s'appelle Matthew. Là, c'est Matthew Smith. Je pense. Ah, c'est peut-être parce qu'il était passé aux États-Unis et donc avec le nom des acteurs guild et des trucs comme ça. C'est vrai. Ouais. John se bat contre Pops dans l'hôpital. Est-ce que vous aimez bien l'effet nanotechnologie qu'on nous montre ? Cette scène de parking, elle est vraiment incroyablement nulle parce que c'est une scène d'exposition dans un parking avec des gens qui parlent en se regardant. John Connor qui est en costard. Comme les hommes du président, quoi. Ouais, mais d'accord. Alors, c'est pas le même. C'est pas Alan Deep Throat. C'est pas Alan Pakula, là, c'est Alan Taylor, hein. Et Nouvelle Hollywood versus du Dizzy, ça se pose là, quoi. Ouais. Mais non, mais en fait, ils te refont une scène d'exposition dans le couloir en discutant. Non, mais John, tu peux pas devenir ça. Et si, je le suis devenu, maman. Ouais, mais t'es plus mon fils, finalement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Arnold qui arrive, comme à chaque fois, pour résoudre la situation, sauf que cette fois c'est dans un nounours, et je me suis dit c'est le truc le plus plat. Là ils ont mis un ralenti quand il arrive, je crois. Super. Ils ont sorti le même ralenti que d'habitude. Que dans le 2, ouais. Et surtout je commence vraiment à me poser des questions sur la logique des Terminators. C'est-à-dire que là on a un Terminator qui est solide, mais qui est aussi en nanotechnologie et qui prend l'apparence de John Connor. Pour moi, ça a plus aucun. C'est pas l'apparence de John Connor, c'est le corps de John Connor qui a été rebâti. Donc il a toutes ses mémoires, tous ses souvenirs, etc. C'est Marcus, quoi. Marcus. C'est presque Marcus du film d'avant, en fait. Ah oui. C'est un cyborg, le truc, en fait. J'ai pensé au mec de Game One quand tu m'as dit ça. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Marcus? Le paradoxe a complètement quitté la conversation. Là, on est au niveau où c'est fini, quoi. Il y a même plus, on essaie même plus, quoi. Mais finalement, ils ont presque matérialisé l'idée de la fin originale de Salvation, finalement, avec un personnage qui revêt la peau de John Connor et qui en fait autre chose, en fait. Un autre truc que je trouve bête, c'est tout ce qui tourne autour du fait que Kyle Reese est censé mourir. Alors qu'il est mort une fois dans une timeline, que là, la timeline, elle est clairement partie autre part, que pour l'instant il a survécu plus longtemps que l'autre Kyle Reese. Donc pourquoi est-ce que on dit absolument que Kyle Reese doit mourir, quoi? Mais est-ce que tu peux tuer 1000 fois un T1000 ou est-ce que tu peux tuer 1000 fois le T1000 et tu peux tuer Reese 1000 fois? Et en plus, il meurt qu'une fois. Je raconte mal. Prends un chewing-gum. Émile, et T1000. C'est T1000 le tueur. Ah, ça y est, on peut arrêter l'épisode là, je crois. C'est bon. On a déjà fait mieux que le film là, c'est bon. Tu fais erreur, Skynet m'a changé et transformé. Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas humain.
Je suis plus que ça. John les retrouve et ils s'en vont en bus, et ensuite John les retrouve à nouveau et ils s'en vont encore quelque part, et ensuite John les retrouve à nouveau. Là, on est parti dans le film, on est parti dans une sorte de course-poursuite non-stop, mais avec des scènes d'action un peu plan-plan. Logiquement, on a un bus, quoi, sur le Golden Gate Bridge. On a deux Terminators. Il y en a un qui peut marcher sur le plafond. Donc, logiquement, tu peux quand même faire quelque chose de passionnant, quelque chose dont tu vas te souvenir. Moi, là, je sais qu'une fois qu'on aura fini de parler de l'épisode et que je l'aurai monté, je vais avoir oublié les 3/4 du film, quoi. Non, mais surtout qu'il y a un gros geste de feignant. C'est, bon, déjà, ils se disent, bon, on va refaire une scène de poursuite avec un poids lourd. Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Bon, on va pas reprendre la grue, on va pas prendre effectivement le camion, on va prendre un bus scolaire. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que les gens aiment bien? C'est voir des gros poids lourds valdinguer dans les airs. Check. Là, ils font 15. Ouais, il faut 15 roulés-boulés. C'est bon, calmez-vous les gars, tu vois. Et en plus de ça, le Golden Gate, on l'a déjà vu 4 ans plus tôt dans La planète des singes, les origines, où il y avait une super scène avec les singes. X-Men 3. Tout à fait, en 2006. Et en plus, l'année d'avant, dans le Godzilla de Gareth Edwards, on avait encore une super scène sur le Golden Gate sous la pluie, avec un bus scolaire. Donc là, le niveau de fainéantise, il est assez puissant quand même. C'est vrai que San Francisco, c'est dans tellement de films. Pour finir la scène, comme dans Le Monde Perdu, c'est-à-dire que je te tiens et le camion va passer à travers ton corps, en fait. Oui. Et pour moi, il y a une citation directe à Uncharted 2, en fait, dans toute cette scène. Je sais pas si vous avez joué, mais il y a une scène où c'est pas un bus, c'est un train. Et en fait, c'est exactement la séquence du train d'Uncharted 2, mais avec un bus, quoi. Il était déjà sorti je crois, ouais, 2015, non? Ah bah oui, il devait déjà sortir. Oui, 2015, il était déjà sorti. Ouais. Surtout que la scène, elle est déjà finie avant même qu'elle ait commencé, quoi. Elle dure, je sais pas, elle dure même pas 5 minutes, la scène. Mais c'est censé être la course-poursuite géniale du film, quoi. C'est ça. Et là encore, hein, sans remonter à Cameron, tu compares avec celle du 3 qui l'éclate à tous les niveaux, quoi. J'aime bien l'entrée de John dans le bus parce que il peut marcher sur le plafond et donc il y a un effet et là je me dis pourquoi mettre ça dans le film si c'est que pour le mettre qu'un quart de seconde, tu vois. James Cameron, il aurait limite basé le personnage autour de ça, sur le fait qu'il peut marcher sur le plafond, tu vois, il se serait amusé avec ça. Et tu aurais fait de la mise en scène aussi. Voilà. Alors que là, c'est juste un quart de seconde où tu te dis il peut faire ça, et hop, on passe à autre chose. Cameron, il aurait fait un décor de bus rotatif, voilà, sur lequel l'acteur il aurait évolué, tu vois, il aurait fait un truc de fou. Ouais. Mais en fait, le T, je ne sais quoi, 3622 qui sont incarnés. Le André 3000 qui est censé incarner John Connor. En fait, il a ce syndrome qu'ont beaucoup de personnages dans des films hollywoodiens récents, c'est-à-dire que on lui donne une quantité de pouvoir absolument faramineuse, où t'as quand même l'impression que ses pouvoirs débarquent au fil de l'eau selon les besoins du scénario, parce que la situation d'avant, en fait, il s'en serait sorti s'il avait utilisé le pouvoir c'est vraiment un syndrome assez énervant. Et puis surtout, effectivement, il a tellement de pouvoir qu'à un moment donné, dans des situations où un truc que t'as vu auparavant, où tu te dis putain, ça en fait c'est méga puissant, il s'en sert pas et il se fait botter le cul parce qu'il s'en sert pas. Enfin, et tout ce Terminator là fonctionne là-dessus, c'est-à-dire que de temps en temps, effectivement, il y a ce coup de marcher sur les plafonds, il y a ce coup de téléportation quantique avec son corps qui se disloque et qui lui permet de traverser le Terminator pour se retrouver derrière, etc. Pourtant, la scène d'après, il va rester solide et il va se faire démonter la tête dans un combat de bar, quoi. Voilà, c'est toutes ces idées, effectivement, comme tu disais, le génie de Cameron quand il écrivait et qu'il mettait en scène ses Terminators, il avait une idée forte par Terminator et il l'exploitait vraiment à fond, il faisait monter la sauce autour de cette idée forte. Ouais. Là, c'est pas le cas. Là, il y a tout qui s'accumule et en fait, le problème, c'est qu'en fait, s'il utilise tout d'un seul coup, il devient trop fort, le film ne fonctionne plus et du coup, on va arbitrairement le faire prendre des décisions qui sont pour le coup assez absurdes et assez idiotes, parce que sinon en fait le personnage ne peut pas être vaincu, quoi. C'était toute la beauté de l'explication du T-1000 dans le 2, c'est qu'on te disait en fait il peut faire ça, c'est-à-dire qu'il peut imiter les couteaux, les armes blanches, mais explique en 30 secondes. Voilà. Là il faut une explication de 10 minutes pour en fait que tu t'as rien compris. 10 minutes turkish. T'as rien compris à ce qu'ils disent au bout de 10 minutes, quoi. Non, et puis ça a aucun sens, en fait. T'as l'impression que les skills du personnage évoluent selon les besoins du scénar. Voilà. Ouais, complètement, ouais. Non, c'est comme les gamins, tu vois. Ouais, moi j'ai un bouclier contre ça. Ouais, moi j'ai un flingue qui peut passer le bouclier, tu vois. Pourquoi il y a la musique de Cops? Bad boys, what you gonna do?
Ça, c'est une scène, on dirait qu'elle vient de 1994. Surtout que le film reprend l'idée du gag de la version longue de T2, le fait que Arnold est obligé de forcer pour sourire, pour avoir du contact avec les humains. Ça marche une fois. Mais ça, il le fait 3 fois dans le film, quoi. C'est bon. Et Arnold qui se fait interroger par la police, il y avait moyen de faire un truc assez drôle aussi avec ça, et ils font pas grand chose. John les retrouve à nouveau, voilà, c'est plus drôle. Il se tire dessus. Ça suffit. Il y a une scène d'hélico qui tombe au ralenti en CGI dégueu. Alors, là, c'est vraiment... C'est la pire scène. À ce stade, c'est la pire scène de toute la saga en termes d'action. En termes d'action, c'est encore une fois, reprenez la scène de Terminator 2 où avec un hélicoptère et un camion. Puis Arnold qui plonge après avoir dit I'll be back. Non mais enfin c'est bon. Mais voilà, pareil. Je veux dire, on l'a jamais vu plonger en piqué dans les autres films. Et là, encore une fois, on se dit on peut le faire, on le fait. Alors qu'il est censé être vieux, quoi. Et surtout qu'en plus dans le film, il essaie de se réparer. À un moment donné, je sais plus s'il se répare le bras ou la jambe parce qu'il sent que le mécanisme commence à... Il se répare la jambe à un moment. Il se replace le genou comme un vieux, quoi. Comme un vieux, voilà. Vous savez ce que je pense? On est des naufragés, tous les 3. Des exilés du temps. Je peux vous tuer, sachez-le. Car le destin est une fiction. Vous êtes avec moi? Hors de question. Tu entends, Kyle? Le son des dés qui roulent. Ils doivent empêcher le lancement de Genesis avec le compte à rebours qui va avec. Pops n'arrive pas à tuer Sarah Connor. Il se bat de nouveau contre John. Cette fois, il a des gants magnétiques. Voilà. Ouais, alors. Il a réussi à se construire des armes qui peuvent marcher sur des robots du futur qu'il a pas encore rencontrés, hein, c'est ça? C'est ça. Et c'est un gantelet, le truc. Alors, par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'il nous refait pas la scène de déglingage du 3 où il se met à taper de partout. Oui, ça va. Là, il dit juste, je peux pas le faire. Il fait pas sa crise. Ouais. Alors, il y a un plan pas trop mal dans cette scène, c'est celui où il prend John Connor et il l'envoie sur des murs. En fait, il avance, il court, et il a John Connor dans ses bras et bam, 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 il percute tous les murs de la Facility. C'est plutôt pas mal, ça. Le plan est plutôt réussi. Et ça a le mérite d'être un peu plus intéressant, je trouve, le combat entre John et Arnold. Et ça utilise mieux les personnages, les pouvoirs de John. Et en même temps, ça montre que Arnold est encore capable de tenir. Parce que on n'en a pas parlé, mais Arnold, il avait quel âge en 2015? Il a 68 ans. 68 ans, il a encore fait au niveau du corps. Ah oui. Il a la même carrure. Exactement la même carrure que dans le premier et dans le 2 à 68 ans. C'est un truc de malade quand on réfléchit, quoi. Et c'est marrant parce que moi je trouve qu'il a carrément de la gueule avec les cheveux blancs. Moi, ouais, ça lui va bien. Ça lui va super bien. Ouais. Oui, ça lui va plutôt bien, ouais. Ils arrivent à le vaincre ensemble. C'est important. Arnold, il le dit, on le fait. Je vais pas le faire tout seul, tu vois. C'est vraiment dialogue. Mais grâce à Rack. C'est l'esprit shonen. Non, mais ça fait stock, tu sais, dialogue qui était là. Bon, on va le changer au moment du tournage et ils ont oublié de le changer. Tu vois. Il y avait personne pour le réécrire. C'est pas pour rien que J.K. Simmons, il a passé tout le film à improviser parce que ces dialogues, ils devaient être nuls, quoi. Ah oui, je pense, c'est possible. Ouais. Il y a un moment, il dit cette arme, ça nous sert à défoncer les portes, et il regarde Arnold et il lui dit si on a besoin de le faire, contrairement à vous, parce que en gros, voilà, vous êtes tellement fort que vous avez pas besoin de le faire. Et ça, c'était de l'impro apparemment, et ça a fait rire Arnold sur la première prise, et donc ils ont dû la refaire. T'imagines J.K. Simmons qui passe de Whiplash à ce film-là? Ah bah ça fait un whiplash, ouais. Là, en l'occurrence, ça fait un sacré whiplash. Ouais. Pops se sacrifie pour respecter la tradition et l'immeuble explose, mais sauf que c'est pas fini car Pops est désormais un T-1000. Voilà. Non mais Terminator Révélation. Mais vraiment, c'est peut-être vraiment la cerise posée sur le caca de gâteau là. Kyle Cerise. Ouais, Fab. Mais ouais, le côté où ils arrivent même pas à assumer ce côté-là où ils trouvent un moyen complètement pété de le faire revenir. Enfin, flinguez-moi, quoi. Un film familial. Et puis déjà le côté pour le T800 qui se sacrifie pour Sarah ou John Connor, ça commence à bien faire. Je pense que t'as moyen de le faire pour qu'il puisse tuer le méchant sans qu'il ait à se sacrifier forcément. Là, tu sens qu'il laisse clairement la porte ouverte à des suites. On dit, bon, voilà, maintenant, on va avoir le Terminator. Ce sera Arnold, mais en plus, il sera liquide. Et
en vrai... À ce stade, c'est les spectateurs qui sont liquides. Mais en vrai, ce serait toujours plus intéressant que ce que nous a proposé là. D'avoir un Arnold liquide, ça pourrait être déjà plus... Voilà. Tu vois, dans le premier, c'est le méchant. Dans le deuxième, c'est le T800 gentil. Dans celui-là, ça pourrait être le T1000. Pourquoi pas, si on en est là, quoi. Ah oui, il y avait aussi un truc dans le scénar, c'est qu'on apprend que Arnold, lui, il est resté dans les années 80. Pendant qu'eux, ils ont fait leur voyage. Comme sa carrière. Et qu'en fait, pendant 30 ans, il a fait il a bossé. Il a fait des boulots de manutention. Il me dit, ouais, que t'as fait quoi? Il dit, ouais, j'ai bossé dans la maçonnerie ou un truc comme ça. J'ai aussi les infiltrés. Alors là, c'est un petit peu en miroir à la vraie vie d'Arnold, qui était maçon et tout ça avant de... Ouais, mais juste, j'imagine, tu travailles avec le Terminator, tu le remarques au bout d'une heure que le mec, il est pas normal. C'est ça. Et en fait, tu te dis, et on retrouvera ça dans Dark Fate, c'est-à-dire que généralement les Terminators ils sont là pas longtemps. Ouais. C'est la première fois qu'on va inaugurer l'idée que les Terminators là vont rester plus de 30 ans. Leur mission après c'est de se faire exploser en gros les Terminators. Une fois que leur mission est finie, ils se font exploser, c'est un peu ça le truc. Ah non, ils ont pas le droit de se terminer. Ils ont pas le droit de se terminer, mais dans le 3, c'est lui qui s'auto-termine. Mais il peut aller en haut du Golden Gate. Voilà. Golden Gate Bridge et dire à quelqu'un, hey, tu me pousses. La personne n'y arriverait pas. Ah non, tu peux pas en plus. C'est vrai, il est trop fort. Non, ou alors même peut-être... Non, Marc, comment il dit dans le 2? Il peut vivre 120 ans avec sa pile. Oui, c'est ça. Ouais. On verra si Arnold arrive jusque-là. On lui souhaite, hein, ce serait magnifique, quoi. Que tu sais, un peu comme dans Futurama, où c'est juste la tête d'Arnold dans une jarre, comme ça. C'était fini. Skynet avait disparu. Là où il n'y avait qu'une route, maintenant il y en a beaucoup. On a encore des questions, mais on trouvera des réponses ensemble. Il y a une chose dont on est sûr en tout cas, c'est que le destin n'est pas écrit. Kyle Reese du futur va parler au Kyle Reese du présent pour lui laisser un message, pour lui dire que Genesis c'est Skynet. C'était utile d'avoir le Kyle Reese d'un autre univers, enfin le Kyle Reese du passé, mais en même temps d'un autre univers. C'est compliqué en fait. Ah, mais imagine, t'es le petit garçon tranquille, et d'un coup t'as un mec qui arrive. Hey, je vais te parler du futur. Non, d'abord. Ah oui, il y a Sarah. D'abord, t'as Sarah Connor qui lui dit, hey, je suis une fille, donc tu peux m'écouter. C'est vrai. Tu es une fille. Tiens, il y a un mec bizarre qui va venir te parler, mais tu l'écoutes bien. L'autre, il arrive et il lui dit, tu vas répéter ça 50 fois dans ta tête, mon petit. Tu vas répéter Genesis et Skynet. Genesis et Skynet. Et donc, le gamin, c'est plus possible, quoi. Il peut plus écouter Indie Art Tonight tranquille. Il peut plus, voilà, c'est assez fini pour lui, quoi. Là, on en est encore dans les histoires de paradoxes qui veut rien dire, etc. Mais au final, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir Kyle Reese qui a des flashbacks de son lui, du passé, d'un autre? Ça complique le truc pour rien. Et ça te fait perdre genre 10-15 minutes d'explication dont on aurait pu se passer. Bah, comme tout le film, en fait. Hein. Voilà. Si tu enlèves les scènes de dialogue, il dure 20 minutes, le truc. Et donc, Kyle et Sarah s'embrassent, parce qu'ils ont beaucoup de points communs. Il y a beaucoup d'alchimie. Ouais, il y a de l'alchimie. Tu le sens, quoi. Les deux acteurs, ils ont vraiment un truc là. Ouais. C'est vraiment deux acteurs qui matchent. Tu vois, à chaque fois, je me dis, tiens, c'est deux acteurs que j'aimerais bien mettre dans la même pièce pour voir ce que ça donne. L'alchimie, elle est du niveau Daniel Craig, Eva Green, quoi, tu vois. Ouais. C'est encore, c'est limite moins naturel que le sourire forcé d'Arnold juste après. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Mais en fait, Jay Courtney, il pourrait jouer un Terminator plutôt que Kyle Reese, en fait. Jay Courtney, je l'ai vu dans Suicide Squad. En dehors de ça, je crois que je l'ai pas vu dans grand chose. Jay Courtney, il a fait quoi d'autre? Moi, le problème, c'est que je le confonds avec Sam Worthington. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le truc, c'est le même gars. Ils sont sortis à peu près à la même époque. Voilà. Ils sont sortis. Les Australiens, ils sont sortis de l'Australie à peu près à la même époque. Il est dans un film là qui était à Cannes là, qui est pas mal, qui s'appelle Dangerous Animals là, qui est pas mal, ouais. Et tu sais que dans The Suicide Squad, il est pas là longtemps, mais il est très bien dans The Suicide Squad. Et dans le 2 aussi. Donc, ouais, mais c'était celui-là. The Suicide Squad. Je parlais pas du premier. Ouais. Et donc, ainsi se termine Terminator Genesis. C'est fini, c'est bon, ça y est. Skynet est mort pour de bon. Hein, on reviendra pas la semaine prochaine, logiquement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Stéphane? On va commencer avec toi. Je crois qu'on va faire simple et court. C'est atroce. c'est atroce sur tous les points. On l'a dit, scénaristiquement, le casting, la photo, enfin zéro parti pris artistique. Et voilà, c'est cette espèce de mise en exergue de l'incapacité, enfin de la non-imagination au pouvoir, quoi. Pour moi, c'est vraiment le pire Terminator de très très loin.
Et c'est vraiment, je pense, comme disent les Américains, une roadmap de tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Et en même temps, c'est, je trouve, un film assez vraiment symptomatique de son époque. Cette espèce des années 2010 dans les blockbusters américains où ils sont à mi-chemin entre la fast and furiousisation de la société et le fait qu'ils sont déjà ringardisés par le cinéma indien de l'autre côté. Ils savent plus trop quoi faire, plus trop comment faire. Donc voilà, c'est nul et non avenu, quoi. Où est George Miller, quoi, tu vois. Oui, non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment c'est un truc. Faut le voir pour le croire, mais je vous conseille pas de le voir. Voilà. C'est vraiment un gros tas de merde. C'est ça. Fab. Moi, j'ai une anecdote sur ma découverte du film. Je suis allé le voir au cinéma quand il est sorti. UGC Georges V à l'époque. Et je me souviens que le premier Terminator était ressorti en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir Genesis et j'étais tellement dégoûté que je suis allé voir le premier Terminator qui jouait juste en face pour me purifier. Non, mais effectivement, il y a un film là qui veut se la donner cool, quoi. Ça va être du Fast and Furious, ça va être du Marvel, ça veut même être le Star Trek de J.J. Abrams. Sauf que déjà ça en oublie d'être Terminator en fait, et c'est un film qui se prend les pieds dans cet aspect malin qu'il veut défendre, sauf qu'il devient juste bête et surtout il devient ennuyeux. Et surtout on parle d'obsolescence. L'année plus tôt on avait quand même Heure de Spike Jonze qui était quand même le film ultime sur les IA, sur la façon dont les IA allaient nous rendre dépendants effectivement des devices, tout ça. Et est-ce qu'on avait besoin de revenir finalement à Terminator après Matrix? C'est vrai que depuis qu'il y a eu Matrix, voilà, c'est peut-être Matrix qui a tué Terminator. Oui, mais c'est parce que mais parce que c'était à la fois une suite logique et en même temps, c'est pas pour rien que Terminator 3 et Terminator Salvation sont relativement des films décevants. C'est parce que déjà ils n'arrivent pas à surpasser le 2, mais c'est que Matrix était l'étape suivante de cette thématique homme versus machine, et c'est juste que ça a plié le game. Tu peux pas juste revenir à limite une intrigue aussi simple que Terminator, avec des guerres du futur, avec des robots qui conduisent des camions, et après Matrix, et le faire mal. Ouais. Et surtout te redonner cette espèce d'illusion du goût, de l'illusion du steak, comme dans Matrix, que tu vas revoir un film de la grande époque des années 80-90, quoi. C'était dead, et c'est mal fait. C'est vraiment mal fait, c'est mal, et surtout c'est mal raconté, quoi. C'est surtout ça. C'est très mal écrit. C'est mal raconté. Je repense. Les deux plus gros défauts du film, enfin, on va dire il y en a 3. Très mal casté. Ouais, oui, c'est clair. Très mal écrit. Et très mal filmé. Donc au final, c'est clair que ça fait beaucoup. C'est quand même les pires défauts que tu peux se trouver à un film, quoi. Ça fait beaucoup. C'est ça, pour du cinéma, c'est gênant. Mais je pense que si tu réussissais un des 3, ça aurait pu au moins être au niveau du 3 et du 4, tu vois. Mais là, si tu rates les 3, c'est pas possible. Surtout que le film n'a jamais pour lui un montage suffisamment nerveux, il n'a jamais un tempo qui te... Non, on dirait un téléfilm. Oui, non, mais clairement, parce que le film s'arrête. Il n'y a pas le côté épique que tu es censé ressentir quand tu vas voir un blockbuster au cinéma, tu vois. C'est pour ça que j'ai parlé de George Miller tout à l'heure, tu vois. Le mec, il sait faire de l'épique, il sait faire de l'action. Oui, puis voilà, il sortait quand Fury Road? Il est sorti 2 mois plus tôt. 2 mois plus tôt, tu vois. En plus, c'est un film qui fermait sa gueule, Fury Road. C'est vrai qu'il n'y a pas de dialogue dans Fury Road. C'est de la narration visuelle pure et dure, tu vois. Et revenir. Tu compares les deux, là. Ça fait mal, hein. Compare la course-poursuite sur le Golden Gate, là. Ça pique, hein. Comparé aux poursuites de Fury Road, ça pique et ça fait mal, mais peut-être c'est ce qu'on appelle une fessée. Une fessée, ouais. Mais peut-être que c'est aussi une des limites d'Alan Taylor en tant que cinéaste, c'est-à-dire que forcément la télévision, la télévision joue aussi beaucoup sur le dialogue, sur des personnages qui parlent et qui se disent des choses. Mais bon, on va pas comparer le développement de personnages avant tout à la télé. Mais bon, quand t'as la matière. Non, mais je sais pas pourquoi il s'est retrouvé sur Thor et sur ce film. Il y a aucune raison pour laquelle Alan Taylor se retrouve sur ce film. Quand t'as un scénar de Soprano, sans doute que tous les autres on dit non. Ça, voilà, quoi. Ouais. Compliqué. Eh bien, moi, mon petit avis, Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Voilà. On revient toujours à la Cité de la Peur. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Non, je pense que tout a été dit. On a été assez cinglant avec le film, je pense. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir rejoint pour parler d'un mauvais film.
Stéphane, on peut te retrouver où en ce moment? Eh ben écoute, toujours comme tu l'as dit, Super Ciné Battle, Godzilla Final Podcast. En ce moment avec François, on s'est dans un trip complètement différent. On s'est lancé dans l'intégrale Yves Boisset pour Discordia, voilà. Et c'est avec un vrai plaisir pour le coup que je peux parler d'Yves Boisset avec mon camarade, surtout dans les temps actuels. Voilà, la problématique qui nous meut, c'est savoir est-ce que le cinéma d'Yves Boisset est ancré dans son temps, dépassé ou au contraire d'actualité. Quelque part, malheureusement, c'est un cinéma assez d'actualité. Il manque. Il nous manque beaucoup. Fab, on termine Terminator la semaine prochaine? Ouais, avec le sombre destin. T'es motivé? Ouais, on va faire le bilan et tout. Donc prépare-toi à me dire quel est ton Terminator préféré. Je suis prêt. Ça va tellement être difficile, ça. Attends, voilà. Pour moi, c'est Terminator 1.5 mon préféré, tu vois. C'est les 2 premiers, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Merci beaucoup à vous deux. À la prochaine. Ciao. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it is better this way. We'd hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance with me? Please stay. I've done alright up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls. Oh, to dance with somebody. I want to feel the heat with somebody.